Bonsoir à tous. Donc les présentations sont déjà en partie faites, je vais les compléter. Effectivement, j'ai la caractéristique d'être né à Nantes. Déjà, ça commence à nous remonter à une certaine date. Et d'avoir également fait quasiment toute ma carrière à Nantes, ce qui est un truc pas normal totalement, puisque logiquement on vous dit il faut régulièrement changer, etc. J'ai changé au sein du service des espaces verts de la ville de Nantes à l'époque, où après avoir été recruté, alors j'ai une formation double, une formation d'une part, j'ai commencé par de l'écologie environnementale, ce qui s'appelait écologie déjà à l'époque, des certificats de botanique, et en particulier d'écologie. Et donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai eu la possibilité d'intégrer l'école d'horticulture de Versailles. Donc, du coup, je suis parti là sur un autre diplôme, qui était un diplôme plutôt autour du paysage et de l'horticulture. Ce qui fait que quand je suis arrivé en 1985, ça commence à remonter à la ville de Nantes, j'avais ce double diplôme qui, à l'époque, n'était pas si fréquent que ça, mais qui s'est avéré absolument évident, nécessaire, intelligent par rapport à ce qui se passait à ce moment-là dans nos villes et dans la demande des villes de l'époque. À savoir, euh, dans ce moment-là, des orientations très horticoles, très jardinées de ce qui était fait dans la ville, c'était très clair, c'était vraiment ce qui était prédominant, et une sensibilisation à la nature qui commençait à s'émouvoir un peu, même si ça ne rentrait pas dans les cursus traditionnels des jardiniers. J'ai vraiment le souvenir de ce grand service. Hein. J'ai intégré un service qui était déjà à l'époque composé de plus de 400 personnes. Effectivement, c'était encore des sujets peu répandus. On avait effectivement au Jardin botanique historiquement toujours eu des botanistes. Donc ça faisait partie des choses comme Claude Figuereau, que vous avez connu pour certains, qui était un des grands botanistes de France et de l'ouest de la France. Mais au-delà de cette intervention-là, ça restait quand même une discipline encore un peu scientifique et peu répandue dans l'ensemble des actions, dans l'esprit même des formations des gens qui intervenaient pour nous sur le terrain. Donc c'est rentré ceci progressivement par le fait que ces doubles diplômes sont arrivés, que les volontés politiques se sont affirmées au fur et à mesure autour de plus de place pour la nature dans la ville, et que, chemin faisant également, on a commencé aussi à se sensibiliser sur la question environnementale et de santé, qui faisait que, effectivement, on avait un mode de fonctionnement qui n'était pas complètement naturel. Aujourd'hui, ça paraît évident, toutes les émissions de télévision nous ont largement montré que les techniques qui étaient utilisées n'étaient pas tout à fait équilibrées en matière de résultats et en matière d'impact sur l'environnement. Donc ceci a progressé année après année et a fait que, effectivement, Nantes est devenue capitale verte en 2013 par exemple, dans des critères multiples, mais qui déjà montraient que la ville avait évolué dans la prise en compte de plus de paramètres pour faire que cette ville verte, parce qu'elle est verte, incontestablement elle est verte, elle prenne en compte tous les aspects du développement durable. Ça, c'est donc cette histoire en raccourci. Alors après, quand on parle de nature, c'est un peu compliqué comme thématique et comme thème, parce qu'effectivement, on entend de plus en plus dans des villes, des élus, des maires prendre des positions fermes en disant on veut faire plus de nature dans la ville. En même temps, si on demande au public et que vous faites un sondage tout simplement chez vous-même et chez vos voisins, vous leur dites vous voulez un peu de nature chez vous, dans votre rue, et les gens vous regardent en disant oui, enfin pas trop quand même, parce que il y a des éléments de la nature dont on voudrait éventuellement pas garder le contact aussi nettement. C'était encore aujourd'hui, par exemple, avec le sanglier. Le sanglier revient. Vous aurez un article dans Ouest France demain, je pense, qui sont en train d'enquêter dans les différents services. Effectivement, le sanglier revient. Il n'y a aucun doute. Il nous laboure actuellement abondamment nos terrains de football sur les Basses-Landes, par exemple. J'étais hier avec pendant la fête qui avait lieu devant l'école d'architecture, où il y avait les personnes qui s'occupent de la vache nantaise qui se plaignaient eux-mêmes de cultures qui étaient difficiles à tenir, puisque les sangliers raffolent des bons radis, et l'agriculture périurbaine, ils adorent. Et donc, effectivement, quand ils sont bio, ils savent les repérer aussi, il n'y a pas de problème. Donc, clairement, on voit que là, on voit la limite de la nature. C'est qu'on a là affaire, effectivement, à des choses qu'il faut aussi gérer, et que donc même le public, là on parle des sangliers, c'est peut-être plus simple, mais même au quotidien ça reste toujours un débat moins important aujourd'hui autour de quelle place pour la nature et quelle nature. Ce qui fait qu'on a eu un long débat qui est toujours actif, hein, pour se dire mais
qu'est-ce qu'on propose dans Nantais, qu'est-ce qu'on propose comme action et comment ça s'articule. Alors on a trouvé cette image qui n'est pas contractuelle du tout, elle sera remodifiée autrement, mais c'est pas grave. Elle commence à parler d'un sujet qui est autour de l'étoile verte. Vous avez entendu parler Johanna Roland sur ce sujet, c'est un sujet qui lui tient à cœur, pour laquelle elle nous a quand même passé une commande faire autour de comment faire que la circulation douce, verte, également que les flux de la nature fonctionnent mieux dans une ville. Et donc effectivement, cette image d'étoile verte, elle s'est assez rapidement apparue, puisque quand on regarde nos rivières nantaises que vous voyez ici, vous voyez qu'effectivement, elles convergent toutes vers le centre-ville, avec un réseau hydrique très important, vous le savez. Hein, on a donc non seulement la Loire qui est l'axe principal, mais l'Erdre, le Sens, la Chésine, la Sèvre font que finalement, en dessinant à peu près les bassins qui correspondent à peu près au bassin vert actuel de ces rivières, vous voyez, les parcs sont à peu près ce que vous voyez avec les taches vertes. On a effectivement une image qui n'est pas très loin d'une étoile verte. Il y a une autre façon de le voir d'ailleurs, c'est en prenant un avion la nuit, quand vous arrivez à Nantes, vous n'avez pas une étoile verte, mais une étoile noire. C'est-à-dire que vous arrivez, et les images en satellite sont très nettes, c'est qu'effectivement, ces vallées vertes que je viens de citer ne sont pas éclairées, ce qui fait qu'une image de nuit vous donne une image d'une étoile noire. Donc ça aurait pu aussi s'appeler l'étoile noire, notre sujet au passage. Non, verte est le sujet qui a été retenu, choisi, et sur lequel donc il y a un travail actif actuellement, mais je ne vais pas en dire plus parce que c'est un sujet qui va revenir d'actualité, et là l'initiative sera donnée au maire, et donc il y a effectivement aujourd'hui des gens qui travaillent sur le sujet, et en particulier on a fait appel à des paysagistes qui sont aujourd'hui un des métiers qui apparaît plus abondamment dans les projets. Alors c'est un phénomène également à repérer parce que ce métier de paysagiste, alors le mot même paysagiste lui-même a plusieurs sens, parce qu'il y a les entreprises paysagistes qui s'appellent paysagistes, et puis vous avez les paysagistes qui sont des diplômés d'écoles, donc à l'équivalent des écoles d'architecture, qui font des formations jusqu'à 5 à 6 ans, et qui sont une discipline qui aujourd'hui prend vraiment racine dans les territoires, et encore plus à Nantes qu'ailleurs. Et donc, leur particularité, c'est effectivement d'essayer de travailler sur le grand paysage et d'essayer de trouver une bonne synthèse entre homme et nature, justement, homme et jardin, dans nos cités. Donc, ce projet-là va être mieux expliqué dans les temps qui viennent, et je ne peux pas me permettre de dévoiler ce qui va arriver, même si on commence à en avoir des idées un peu plus précises. Mais imaginez bien que cette circulation, on la veut plus nette, plus fluide, plus agréable et plus compréhensible. Alors, vous le sentez déjà avec la Loire, hein, puisque le projet Loire, dont on va parler, je vais vous remontrer des images que vous avez déjà vues, mais qui est un projet extrêmement ambitieux, qui vise à faire que déjà, quand on suit cette Loire, eh bien, on ait de plus en plus le sentiment de travailler dans des espaces pacifiés, moins consacrés à la voiture. Donc ça, vous commencez à le voir tout simplement parce qu'il suffit d'aller voir les engins qui sont devant la gare et suivants. Vous imaginez bien qu'on est là dans les anciens lits de la Loire et que là, on a vraiment des projets ambitieux par rapport à ça. Et puis après, chacune des vallées a son identité, sa valeur, et c'est les sujets qui viendront plus tard, et je n'en dirai donc pas plus par rapport à ça. Après, on s'est dit qu'effectivement, à un moment, on parlait de faire donc de Nantes une ville nature, mais comme je vous le dis, je pense que la notion de nature, c'est une notion véritablement beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. La question de la nature, elle se pose véritablement sur l'intercommunalité, au minimum sur le département de façon certaine, mais il est évident que quand on parle de nature, c'est un sujet qui concerne évidemment les sangliers qui migrent d'un côté à l'autre des frontières de la communauté urbaine sans aucun problème, mais pas seulement les sangliers, c'est-à-dire qu'au niveau des échanges de faune et de flore, il est clair que tout se joue sur une échelle bien plus vaste que l'échelle de la ville. Donc on a véritablement fait qu'aujourd'hui, on parle d'une métropole nature, qui correspond d'ailleurs à ce qu'elle est, c'est-à-dire une métropole dans laquelle le tissu vert, en termes d'espace réservé pour l'agriculture périurbaine, en termes de forêt, puisqu'il y a un projet de forêt également qui est périurbaine, qui est en action, en termes d'espace pâturé, etc., garde encore des potentiels très élevés. Et donc je pense que c'est un sujet aujourd'hui qui est véritablement à prendre très sérieusement à l'échelle de cette métropole. Et puis à l'intérieur, il
y a des communes, dont une ville, Nantes, qui se définit comme une ville dans un jardin. Donc, vous voyez, un jardin, c'est un sujet qui donne déjà le sentiment de quelque chose d'un peu plus... d'un peu plus sous contrôle. Et du coup, effectivement, c'est un peu ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que dans ce jardin, il n'y a pas de place pour la nature. Donc c'est bien de ce sens-là qu'on le travaille aujourd'hui. Et ces appellations-là, vous l'avez déjà vu, elle a déjà été annoncée à plusieurs reprises. On dit aussi que c'est une ville aux 100 jardins, c'est une vraie caractéristique nantaise également, importante, finalement bien reprise aussi. Je voyais encore récemment, pour avoir la chance maintenant de circuler pas mal et d'aller voir dans d'autres pays éventuellement ce qui se passe. Cette ville aux 100 jardins, c'est une belle thématique, c'est quelque chose qui aujourd'hui parle y compris au moment où les grandes villes, les grandes métropoles se comparent sur ce sujet-là. Parce qu'effectivement, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, il y a régulièrement la volonté d'aller plus vers ça, mais que pour ça, il y a des voies différentes. Et je vais vous montrer un PowerPoint un peu différent là, qui vous raconte un peu ceci. Voilà donc pour ce qui est de la nature. Quoi dire de plus sur la définition? Voilà, il y a une définition finalement très très vaste. On va continuer sur cette thématique-là. Peut-être encore, si j'arrive à faire fonctionner les choses comme ça. Non, c'est pas ça. Alors peut-être ça. Et c'est ça. Alors juste quelques chiffres comme ça, avant d'aller même sur le module que je voulais vous présenter. Ah non, alors c'est pas ça du tout. Alors est-ce qu'on peut l'arrêter? Si, on doit pouvoir l'arrêter. Alors attendez, il faut que j'arrive à comprendre. J'ai 4 photos. Alors là, je fais... Alors, là, vous avez une pause là. Oui, une pause là, je vais que travailler avec ça en fait. Et puis on va essayer de travailler comme ça. Voilà. Et là... Oui, comme ça, voilà, ou comme ça, là, d'accord, ça marche. Voilà, donc on voit ici encore quelques images un peu techniques, mais qui sont intéressantes à voir, c'est les chiffres. C'est quoi la surface verte? Elle n'est pas la même, malgré tout, sur ce qui est la métropole et la ville. On considère qu'en espace vert public, c'est-à-dire des espaces acquis par la ville au cours des temps, on a à peu près 37 mètres carrés par habitant, ce qui représente donc 1095 hectares. Si vous considérez la ville de Nantes, c'est 6000 hectares à l'échelle de la ville, puisque j'ai toujours travaillé dans la ville. C'est pour ça que je suis un peu désolé, je vais vous parler beaucoup de la ville, un peu moins de la métropole, mais voilà, c'est l'histoire qui s'est faite comme ça, même si j'ai quelques données sur le sujet. Mais donc on a plus de 1000 hectares sur 6000 hectares, ce qui fait un pourcentage très significatif, très important. À titre de comparaison, si je vous donne d'autres villes équivalentes, Lyon est à 500 hectares, Bordeaux à 400, Lille à 300, Nice 300-400, Rennes est à peu près l'équivalent par exemple, donc pour donner des villes, mais pratiquement on est vraiment dans le top 3 national en termes de l'importance relative des surfaces vertes. On voit les chiffres d'ailleurs à droite, vous voyez, Bordeaux, on est à 25 mètres carrés, mais en fait c'est pas tout à fait vrai. Après il y a des jeux de chiffres, il y a des jeux d'acteurs qui font que, comme les sondages qui sont faits de ville à ville, comparatifs, etc., sont repris par des cabinets plus ou moins spécialisés, les classements, vous voyez, osciller. Alors en général, Nantes est toujours bien situé, premier, deuxième, troisième. Angers, souvent aussi, apparaît régulièrement. Mais on voit bien qu'à ce jeu-là, il y a beaucoup encore d'incertitudes et que dans la réalité, par exemple, j'en ai parlé encore la semaine dernière où j'étais à un autre congrès pour demander plus de clarté sur ces chiffres, parce qu'effectivement, je voyais apparaître par exemple Strasbourg, qui montait très haut dans les quantités de mètres carrés par habitant, mais ils avaient intégré la forêt qui se trouve à 20 km, qui appartient à la ville de Strasbourg. Donc il suffit qu'on achète la forêt du Gavre, et à ce moment-là, on va remonter aussi dans les sondages. Et dans un autre sondage européen mondial, cette fois-ci, on voyait Marseille qui sortait comme étant la ville la plus verte de France, alors que Marseille, c'est la ville la moins verte de France. Donc comment le tour de passe-passe était passé comment? Là, du coup, on avait Marseille annonce des chiffres où ils intègrent les calanques, donc l'ensemble des réserves naturelles des calanques qui représentent quelque chose comme, je sais pas, 10 000 hectares, ramené aux habitants, ça vous donne effectivement là du coup un très bon score, sauf que la ville de Marseille, en termes d'espace vert, je crois que c'est même pas 200 hectares, donc c'est la ville la plus dense en mètres carrés par habitant, là vraiment c'est celle qui a le moins de disponibles, parce que justement il n'y a pas eu
de volonté sur ces villes-là d'essayer d'intégrer cette présence verte. Alors c'est un vrai sujet important, un vrai sujet politique. Je vois que parmi nous, il y a quelques personnes qui se sont confrontées à la vie politique, mais on voit bien que notre ville n'a pas vécu, certaines villes n'ont pas du tout vécu les mêmes chemins. Alors je prends effectivement Marseille dans un sens, mais nous, par contre, on peut considérer que régulièrement, moi j'ai connu ça déjà depuis, je vous dis, depuis 85 au moins, et plus encore si je considère mon point de naissance, mais on voit bien qu'il y a toujours une volonté continue de faire que ce patrimoine continue à s'agrandir. Et donc aujourd'hui, avec 1200 hectares, on est vraiment dans des choses qui sont des chiffres significatifs et très importants. Maintenant, à comparer à ce qui se passe dans des villes en Europe, il y a des villes en Europe qui vont encore plus loin. Je citerai volontiers Stockholm, des villes comme ça. Berlin aussi, à sa façon, a aussi des grandes réserves vertes. Donc on a des choses également importantes. Mais on est quand même dans un peloton tout à fait bien présent. Alors, et on voit d'ailleurs l'évolution des mètres carrés sur cette ville, puisque vous voyez qu'en 1960, on avait 8 mètres carrés. Aujourd'hui, on en est rendu à 36, et on va encore continuer à augmenter. On voit d'ailleurs les surfaces qui arrivent. Donc c'est quelque chose qui va finir par s'arrêter, parce que vous avez bien compris que les limites de la ville vont faire que ça sera effectivement quelque chose qui va peut-être pas continuer à la même vitesse. Mais ces chiffres... Alors après, on voit un petit tableau, là c'était justement un des classements, c'était sur l'investissement. Et là, l'investissement, la ville de Nantes, sur ce sujet, alors toujours compliqué, est-ce que c'est la nature ou est-ce que c'est autre chose, mais autour de l'investissement fait autour des aménagements verts, la ville est celle qui représentait les plus grandes, qui investissait le plus encore actuellement. Voilà donc quelques grands tableaux. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai presque terminé sur les grandes feuilles. Et on va faire comme ça. Voilà. Et on voit une image importante. Celle-là, elle est vraiment intéressante, parce que je trouve que c'est vraiment une image que vous ne connaissez pas. Mais ça, c'est la vraie présence verte de la ville. Alors, c'est un travail qui a été fait par Laurent. Laurent, donc, qui est l'agence d'urbanisme que vous connaissez à l'échelle de la métropole, et qui a fini par faire une image par analyse spectrale infrarouge orthophotographie. Donc, ça se fait par avion, je pense. Et du coup, à partir de ces images, a réussi à dire, voilà, qu'est-ce qui est vert dans la ville. Et là, on découvre que cette ville, finalement, elle est composée de 2900 hectares de couverts verts. Ce qui est bleu, c'est la partie en eau. Et donc, on considère que 50% de la surface de cette ville aujourd'hui, elle est ou verte ou bleue. Alors, elle est plutôt verte que bleue. Et les 50% suivants, vous imaginez que c'est minéral. C'est ou des bâtiments, ou des voiries. Voilà. Donc, dans ces 50% qui restent, d'ailleurs, on va en parler, c'est un vrai sujet. Savoir effectivement qu'est-ce qui est bâti, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça peut donner aussi quelques idées pour l'avenir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer avec une ville comme Lyon. Alors, je n'ai pas beaucoup de chiffres comparés de cette technique infrarouge, parce que finalement, mais Lyon annonce 30% aujourd'hui. Donc, on a quand même un écart entre Lyon et Nantes, vous voyez, quand même assez significatif, de 20% de surface qui reste encore ouverte ou bleue, supplémentaire par rapport à une ville comme Lyon. Donc, une ville moins dense, on le sait, elle est moins dense, mais donc, effectivement, aujourd'hui, c'est une image qui est récente, mais qui va servir, à mon avis, de référence pour les temps qui viennent, parce qu'effectivement, comment cette ville va-t-elle continuer à évoluer à un moment où la pression foncière est forte, où on en parlait juste avant en réunion à l'instant avec les gens du Grand Clos, mais effectivement, la ville est attractive, elle est très attractive, et de fait, la question de son avenir se pose vraiment aujourd'hui, et c'est intéressant de voir comment c'est suivi au niveau du PLUM, le plan local d'urbanisme qui est actuellement en cours de révision, et sur lequel il y a aujourd'hui des engagements intéressants dont on pourra reparler, autour de justement quelle part on garde aujourd'hui dans les aménagements de verre, quelle part est préservée déjà dans ceci, quelle part on peut même réinjecter, et quelle surface par exemple de pleine terre peut être mise en place dans ces projets, ce qui fait partie des sujets à améliorer aussi, parce qu'on a pu voir ici dans le passé que la tentation de minéraliser de façon importante et reste forte dans toutes les villes de France au passage. Donc là, il y a actuellement quelque chose qui se joue d'important par rapport à l'avenir d'une ville dont tout le monde est d'accord pour dire que c'est une ville agréable, mais cette part d'agrément, elle est liée effectivement à cette capacité qu'on a eue de créer de l'espace
Et on voit qu'effectivement, cette image, elle est de moins en moins verte, de moins en moins naturelle quand on va vers le centre-ville. Je crois que la photo parle d'elle-même, hein, vous le voyez tout de suite, que évidemment les proportions en centre-ville, l'histoire s'est faite là, l'histoire a commencé là dans la ville, et c'est effectivement les parties, de façon logique, les plus fréquentées, les plus denses, et qui bénéficient, entre guillemets, le moins de ces surfaces-là. C'est pas un hasard, d'ailleurs, si on est en train d'intervenir un peu plus fortement sur ces espaces-là actuellement. Voilà. Voilà donc pour des images un peu générales qui vous parlent de ce qu'est... Une petite question peut-être sur... parce que là, on parle de... Les pourcentages là, que vous donnez sont ceux du vert sur l'espace public. Non, public-privé. Public et privé. Public et privé. Alors sachant que là-dedans, quand vous dites la ville fait 6 000 hectares, vous avez la moitié qui est ouvert ou bleu, 3 000 hectares, que vous avez 1050 hectares d'espace vert public. Ça vous laisse bien repérer qu'il doit rester à peu près autant d'hectares qui sont privés. C'est-à-dire qu'actuellement, d'ailleurs, ce qui est public ne bougera plus. Ça, c'est pratiquement certain. Je veux dire, on ne va pas transformer ni le jardin des plantes, ni les espaces qu'on a pu récupérer, comme la petite Amazonie, qui était quand même vouée logiquement à la construction d'une autoroute. Ces espaces-là auront difficulté à revenir en arrière. Par contre, sur les espaces dits privés, évidemment que cette pression va s'exercer fortement. Donc c'est sûr que c'est Alors la partie en eau ne va pas trop bouger non plus, parce que la loi sur l'eau fait qu'aujourd'hui, la Loire sera plus construite, même si on l'a quand même fait abondamment dans le passé. Donc ça ne sera pas le cas. Mais par contre, sur les espaces privés, effectivement, la pression va être très très forte. Ça, c'est évident. Donc effectivement, ça va être le grand sujet. C'est le sujet du plume actuel, mais c'est le sujet des plumes de demain encore plus que jamais. Voilà donc pour les grands chiffres. Je vais passer donc maintenant à un autre PowerPoint complètement différent. Mais avant de partir sur l'autre PowerPoint, peut-être déjà des questions pour ne pas vous saouler complètement. Allez-y. C'est enregistré. Excusez-moi. Vous parliez de minéralisation, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, en train de se développer dans la ville. Et on voit les nouveaux immeubles sont au ras des trottoirs et touche à touche. Ce qui fait que ça fait un mur, alors que les anciens immeubles avaient un peu de verdure autour, etc. Et ça, c'est une politique systématique. Alors, on est actuellement toujours dans le régime de l'ancien plan d'occupation des sols, c'est-à-dire qui a été passé maintenant il y a 2006, donc ça fait des... Voilà, c'était PLU il y a 11 ans, quoi, voilà. Donc on est toujours sur ce rythme-là et ce régime-là. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il faut être très attentionné sur ce qui se passe maintenant, parce qu'on en prend pour au minimum 10 ans, voire 15 dans certains cas, et que cette question-là, par exemple, elle est complètement à regarder. On est d'accord que les fronts d'immeubles qui tombent directement sur voirie, ça ne rend pas la ville aussi attrayante. Donc alors à New York, c'est pas vrai. À New York, les gens aiment avoir des immeubles qui tombent sur la route. Non, je plaisante, mais c'est peut-être ce que veut dire M. Pousseur. Il y a des espaces verts intérieurs. Et les immeubles en 2006, je regrette, avaient... C'est bien, le débat est déjà lancé. En principe, les permis de construire d'immeubles nouveaux ont toujours un ratio de pleine terre à préserver. Toujours. C'était inscrit en toutes lettres dans le PLU de 2006. Et j'étais surveillé par un adjoint à l'environnement qui est connu à Nantes. Sur la photo du centre-ville, je pensais mais peut-être une question d'échelle, parce que les espaces verts intérieurs, les jardins intérieurs, ont une importance écologique, et on les voit aussi. Ah oui, tout est là. Y compris dans le centre-ville. Ah ben, j'habite pas au centre. Ah non, mais la photo, elle est... Est-ce qu'il marche ? Oui, il marche. La photo est exacte. La réalité de ce qu'il y a actuellement de vert dans la ville. Donc effectivement, vous voyez Jungle Urbaine qui a été fait. Je vous invite à visiter, si vous ne l'avez pas vu encore, le petit projet qu'a fait Evor. Je ne sais pas si vous avez traversé juste en ce moment, en allant en face de Cré, vous traversez une des œuvres qui reste du voyage à Nantes. Elle est assez intéressante parce que vous avez un artiste qui, depuis 12 ans, a transformé un jardin, pas public, privé, mais collectif, en jungle intérieure. Et tout le monde, on a eu des dizaines, des centaines de milliers de visiteurs qui montent cet escalier et qui le descendent, simplement pour
contempler un bol d'air, un bol de verre dans le centre-ville. Et donc on voit bien qu'effectivement, et là si vous passez bien de l'autre côté du miroir et vous voyez bien ce qui se passe derrière, c'est quand même très minéral la plupart du temps en centre-ville, ça c'est clair. Et que du coup, ce genre d'action a un effet apaisant total. Les gens ne font que monter l'escalier et vous écoutez les commentaires, il y a un vrai apaisement sur un aménagement comme ça, qui pourtant, voilà. Donc, mais on comprend, hein, l'image est... Alors peut-être que sur mon image ici, si on regarde bien, elle est meilleure et on va trouver des petits points quand même un peu plus nombreux que là, parce que là c'est quasiment le désert et pour être tout à fait honnête, c'est un peu meilleur quand même sur ce que je vois sur l'image ici. Voilà. Mais c'est quand même très morcelé, des petits morceaux. Alors, question dans le fond, oui, Alain. Alain Lehenaf, Conseil développement. On nous dit, je dirais entre guillemets, mais je suis peut-être un peu loin, on nous bassine pour dire que l'île de Nantes, c'est l'avenir de Nantes. Hein, c'est un message clair de la part des élus en la matière. Mais quand on regarde la carte ici, l'île de Nantes, quand même, elle n'est pas très verte. Hein. Bon, à part le Crapa, je crois qu'il est tout au bout à gauche, là, à l'est, c'est une zone inondable, donc c'est par définition, elle est zone verte. Mais je pense qu'il serait intéressant, si vous faites quelque chose, de dire aux élus que mettre un peu de vert dans l'île de Nantes, ce serait très bien pour l'avenir des Nantais et de nous-mêmes actuellement. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, effectivement, là aussi... Je crois qu'il n'y a pas pas urbanisme, mais deux jardiniers qui ont été embauchés pour réfléchir sur le sujet. Non, c'est pas quelque chose... L'île de Nantes... Paysagiste. Oui, alors l'île de Nantes a été déjà et la caractéristique d'avoir eu un plan général d'aménagement qui a été dessiné par un paysagiste et urbaniste qui s'appelle Alexandre Chemetov. C'était presque une première à l'époque parce que c'était pas une donnée si fréquente que ça de mettre des paysagistes en action sur des projets de cette échelle-là. Donc quand il est intervenu, il ne faut pas oublier qu'il est intervenu sur une zone qui était une zone absolument... totalement occupé industriel et de construction de bateaux, et qu'à cette époque-là, il n'était pas question de mettre un arbre entre les rails des bateaux, et quand on construisait des paquebots, ou peut-être pas des paquebots, mais des bateaux importants, clairement, les espaces étaient totalement minéraux. Et effectivement, on a essayé au fur et à mesure de replanter des arbres, de replanter du verre, et Chemetov a joué un rôle. Tout l'aménagement des quais, par exemple, vous avez toute une ceinture verte autour. Alors on la voit pas bien parce que là, effectivement, l'image. Alors il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de projection quand même parce que je la vois là. Je la vois quand même. Donc il y a quand même, vous le connaissez, cette promenade verte autour. Elle est quand même récente, hein, donc elle n'existait pas tout à fait aussi continue que. Pardon. Ah non, on a ramené du verre quand même. Autour, je veux dire sur les berges elles-mêmes. Je parle de toute la promenade des berges autour. C'est une promenade qui a été aménagée au fur et à mesure pour devenir, et qui n'est pas tout à fait terminée, mais qui va se terminer. Donc ça, c'est quand même des nouveautés. Il y a un parc de l'équivalent de taille du parc de Procès qui est annoncé aux alentours de 14 hectares, qui va être implanté également en pointe et qui va répondre aussi en partie à cette bonne remarque, parce qu'effectivement, là, quand on regarde ça, on a plutôt envie de ramener quelque chose ici. Donc il y a quand même des interventions qui se sont faites. De là à dire que c'est l'endroit le plus vert de Nantes, non, c'est l'endroit le plus bleu. Il y a quand même cette chance d'avoir aussi la Loire autour qui fait aussi que les gens y trouvent leur agrément. Donc voilà, on voit bien où il faut mieux aller, à la différence des secteurs nord que vous voyez qui ont toujours été construits, qui sont arrivés en aménagement beaucoup plus tard et qui ont du coup bénéficié d'une présence verte plus importante. C'est très clair. Alors, on va prendre deux questions sur cette première partie, puis après on reprendra les questions. Monsieur Soignon, j'ai une observation à faire concernant le quartier Nantes-Est. Oui. Hein, je ne vais pas être égoïste en parlant uniquement du Grand Clos, mais si vous voyez les projets en cours, il y a eu l'aménagement de l'ancien terrain du Crédit Mutuel, où ils ont fait des immeubles très hauts, très importants. On voit beaucoup de béton, hein. Il suffit d'aller voir sur place, en face de la poste des Marceauderies. Il n'y a plus d'espace vert, parce qu'à l'époque du Crédit Mutuel, il y avait encore des grandes pelouses, des arbres. Tout ça, c'est parti. Ensuite, il y a le projet, on aura l'occasion d'en parler, de l'ancien terrain de foot des Batignolles. Hein, où là aussi, alors, anciennement Crédit Mutuel, je rappelle quand même qu'il y a 350 appartements de construits. Bon. Ensuite, au niveau des Batignolles, à peu près 400. Et après, vous rajoutez le projet Yellow Park. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Enfin, on parle quand même de 1500 appartements, de 50 000 m² de bureaux, sans compter le fait qu'ils vont, en principe, raser l'ancien stade et en construire à nouveau. Donc, vous imaginez l'augmentation de la population des voitures, sachant qu'aujourd'hui, je vais terminer là-dessus, quand vous voulez sortir de Nantes à partir de 16 h, ce sont les bouchons, l'impression d'être à Paris.
et ça devient un gros problème. Alors si vous rajoutez en gros 2300 appartements, même s'il n'y a qu'une voiture, mais j'y crois pas, souvent il y en a 2 par famille, ça fait, si je ne me trompe pas, 4600 voitures de plus. Et pas de verdure. Donc il y a quand même une recrudescence, je dirais, de construction, sans compter tous ces beaux pavillons qui sont vendus à des promoteurs qui disparaissent. Hein. Et quand vous prenez, par exemple, le boulevard Jules Verne, il n'y a plus de soleil, rue Jules Verne. Il n'y a plus. Alors, oui. Je vais taquiner, il y aura quand même une pelouse dans le stade, non? Je me trompe. Ah, si, mais peut-être synthétique, cher monsieur. Alors effectivement, là, alors, évidemment, on va parler de nature, donc je ne vais pas trop parler de c'est un sujet d'urbanisme. Là, il faut faire venir des urbanistes. Il y en a peut-être dans la salle. Y a-t-il des urbanistes dans la salle? Non, ils ne sont plus tout à fait complètement. Enfin voilà, il pourra parler aussi. Il y a quand même Rémi David qui a travaillé dans ces services à un moment et qui travaille sur les plans paysage et patrimoine. Donc on va en parler tout à l'heure. Et c'est intéressant d'ailleurs comme évolution de carrière. C'est-à-dire que le fait d'aujourd'hui intégrer le paysage complètement étroitement avec l'urbanisme, c'est quand même une donnée fondamentalement, enfin moi, dans laquelle je crois beaucoup. Mais une fois qu'on a dit ça, ça n'empêche pas que, comme je vous le dis, il y a une pression immobilière très très forte. Il y a une attractivité de la ville qui passe par l'image verte. C'est un peu ça le paradoxe, c'est que par exemple l'image de la ville, elle est attractive pour plein de raisons, mais la partie verte, elle joue un rôle verte. Conviviale, elle joue un rôle très important, c'est évident. Donc on est presque victime, entre guillemets, d'un certain succès qui fait qu'aujourd'hui, quand on habite la région parisienne, c'est vrai chez vous, c'est vrai chez moi, les gens y trouvent effectivement plus de place, plus de plaisir et plus d'agrément que quand on est dans un des quartiers du centre-ville de Paris où là-bas c'est struggle for life avec 1 mètre carré par habitant. C'est ça là, le ratio, hein, 1 mètre carré à Paris, 37 ici. Hein, donc je veux dire, alors c'est pas le seul élément, mais quand même c'est un des grands éléments. Donc comment arriver aujourd'hui à faire qu'on accueille ces gens-là? Si on ne les accueille pas, et on a eu beaucoup de discussions, alors je ne vais pas défendre tous les projets, mais je vous mets dans le nœud de ce qui se passe, mais vous êtes bien placé, vous êtes conseiller de développement aussi, etc., donc vous suivez ça. Et comment on fait qu'effectivement les prix ne s'envolent pas non plus complètement sur la construction, parce qu'on voit très bien que la pression immobilière elle est très très forte. Et donc c'est vraiment cette espèce d'alchimie compliquée, tout en maintenant quand même ce qui a fait la force de cette ville, à savoir de l'espace, de la verdure, des aménagements de qualité, etc. Donc c'est un vrai paradoxe. Et la ville joue, elle est à un tournant clairement. Alors c'est pour ça que je vous invite à bien regarder le plume et à regarder, donc ça tombe bien, les enquêtes démarrent, etc. Allez voir, regardez les dispositions qui sont mises en place, si les mesures de protection sont suffisantes ou pas suffisantes. Regardez si effectivement les préconisations qui visent à amener un coefficient de biodiversité, amener un pourcentage de pleine terre supplémentaire, etc. Ça c'est des sujets vraiment essentiels, parce que même si M. Pousseur m'a dit mais si il y a un coefficient de pleine terre partout, non, sur l'île de Nantes ça n'existe pas. Par exemple, pour donner un bon exemple, l'île de Nantes est toujours sortie complètement des ABAC avec un régime spécifique. Ce qui fait que clairement, et pas seulement l'île de Nantes, même sur le centre-ville, je connais plusieurs opérations où il n'y a pas 1 mètre carré de pleine terre. Et je peux vous les donner, ça existe. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, de ce qu'on a pu voir dans les derniers documents qui vous sont proposés, il y a une inflexion qui va dans le sens d'aller plus loin. Ça existait quand même dans une bonne partie des quartiers malgré tout, mais certaines zones, certains quartiers, effectivement, n'ont pas pu bénéficier de ça complètement, hein, et c'est un fait. Donc aujourd'hui, c'est un sujet, il est sur la table, il vous est d'ailleurs déjà distribué actuellement en termes de concertation, et ça va l'être encore pendant quelques mois, je pense. Je ne sais pas combien de temps dure à peu près l'enquête là. C'est ça. Donc voilà, donc c'est une période effectivement essentielle. Une dernière question sur cette première partie. Thierry? Oui, Thierry. Oui, c'est ça, préserver. Mais... Conseil de développement de Nantes Métropole. Thierry, oui. J'ai noté que vous vouliez intensifier le vert dans le centre-ville. Alors sur la carte, on voit que tout le centre-ville est bien blanc. Pourquoi alors, parce que le vert, c'est pas que des pelouses et des jardins. Pourquoi arracher des haies sans concertation pour les remplacer par des brindilles, comme on peut le voir près de la place de la Petite Hollande, le long de la Loire, ou tout le long du quai Magellan? Tu peux préciser donc place de la Petite Hollande. Si, les haies ont été arrachées sans concertation tout le long du quai Magellan et remplacées par des brindilles, alors que les haies ont quand même un rôle en termes
visuel, je vois, question de bruit et de sécurité, puisqu'on a quand même D'accord. les voies sur berge qui donnent juste en dessous de la piste cyclable. Alors, là, j'ai une réponse. Là, je vois très bien maintenant d'où vient la question. Alors, par rapport au bruit, alors d'abord, qu'est-ce qu'il y avait avant de parler de bruit? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Effectivement, vous parlez de la voie sur berge, ce qu'on appelle la voie sur berge, qui effectivement avait été plantée dans les années 70-80 avec des végétaux de type arbustif, plutôt horticole d'ailleurs. Hein, on plantait des essences diverses et variées, mais absolument pas d'origine spontanée. Hein. La plupart, à 90%, c'était, je vous dis, des plantes exotiques, etc. Et donc, s'est posé un jour une question de savoir si c'était le bon régime par rapport à ce qu'est cet espace à proximité de la Loire. Et rapidement, la question de justement quelle nature on présentait ici, on était convaincu qu'il fallait ramener quelque chose de plus en lien avec la Loire, c'est-à-dire une nature plutôt d'origine spontanée et sauvage. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on a plutôt supprimé effectivement ces arbustes pour du coup permettre à des prairies de s'installer. Donc c'est des prairies qui sont fauchées et dans laquelle on est dans un cortège floristique spontané. Ce qui avait quand même double avantage. Un, de limiter l'entretien, parce que ces arbustes qui étaient là nécessitaient un temps de travail, de désherbage, voire même l'usage de produits chimiques, ce que nous ne faisons plus du tout. Hein. On est devenu extrêmement vertueux, mais je ne l'ai pas été au début. Hein. J'ai fait comme beaucoup de collègues, j'ai beaucoup pêché, mais aujourd'hui on n'utilise plus du tout de matière active. Et n'ayant plus de matière active, ça nous a fait quand même, depuis déjà quand même quelques années, complètement évoluer dans notre façon de penser l'espace, parce qu'on a quand même été asservi à ces matières-là, à un tel point qu'on en était totalement dépendant. Donc typiquement ce genre d'espace n'était plus du tout gérable comme on l'avait imaginé dans les années 70-80, sans matière active en particulier. Donc on a repris les choses différemment. Donc ce sont des prairies spontanées dans lesquelles sont venus s'intercaler, pourquoi pas, quelques essences d'arbres qui ne sont pas encore très développées, je suis d'accord avec vous. Sur après la question du bruit, ça ne change vraiment rien. Toutes les études montrent que la végétation, pour qu'elle soit efficace en termes de pénétration du son, il faut des dimensions d'espace de plantation d'arbres absolument énormes. Je vous invite à aller en forêt de Toufou, que vous connaissez peut-être. Moi, j'y vais chercher des champignons. Eh bien, avant que vous commenciez à ne pas entendre les voitures qui viennent sur la route, qu'on peut y rentrer sur un latéral, eh bien, il faut rentrer au moins 250 mètres à 500 mètres. Et je vous dis que dans les 100 premiers mètres, vous avez pratiquement le même son, alors que vous avez des forêts avec des chênes, avec des hêtres, etc. Pour que le couvert végétal soit efficace en termes de bruit, il faut véritablement de très grandes dimensions. Donc ça n'est pas la solution par rapport au bruit. Par rapport, par contre, à la question de la vision, par rapport au fait de traiter l'air, etc., c'est un vrai bon sujet, et c'est un sujet actif. Sur la question du son, c'est reconnu par tous les centres de recherche sur la question de la propagation du son. Ça a, hélas, qu'un pouvoir limité. Donc entre vos arbustes et ce qu'on a aujourd'hui de type prairie, il est clair que ça n'a absolument rien changé en termes de bruit. La seule chose qui pourrait faire baisser le bruit, c'est que les voitures aillent moins vite et qu'il y en ait moins. Mais autrement, ou de construire un mur anti-bruit. Je veux dire, et ça marche parce qu'effectivement, il y a des caractéristiques techniques qui absorbent le son, etc. Mais sur ce qui est le végétal, c'est absolument vérifiable sur Internet dans n'importe quelle étude. C'est véritablement pas la panacée. Donc voilà pour une partie de la réponse qui ne va peut-être pas vous satisfaire complètement. Alors sachez bien quand même que cet aménagement-là fait quand même partie aussi des vrais sujets. Donc, et là, je commence à rentrer, et je dépasse complètement mon sujet, mais c'est important quand même. Vous savez qu'aujourd'hui, un grand projet a été validé tout au moins d'aménagement, qui est confié à une agence de paysage également fort connue et d'urbanisme et de paysagistes, qui s'appelle l'agence Terre, dont vous avez peut-être déjà pu voir ces images. Et cette voie-là est complètement intégrée dans le projet. Et ce qui va être intéressant à voir, c'est comment ce projet va-t-il évoluer, lui, par rapport à ce que vous connaissez maintenant. Et j'ai cru voir quand même des solutions relativement ambitieuses. Donc, c'est peut-être que là, vraiment, les choses peuvent peut-être se rediscuter en termes d'aménagement et de bruit. Mais pour l'instant, tel qu'on est là, notre petite modification n'a absolument rien changé. Par contre, elle nous évite de mettre zéro matière active, ça c'est certain dans le truc, et d'y mettre aussi beaucoup d'énergie avec des agents qui s'escrimaient finalement à faire un paysage que les gens ne voyaient qu'en voiture et rapidement.
Voilà, donc c'est pour justifier ça, et je ne vais pas aller plus loin là-dessus, parce que je vais quand même vous emmener un peu vers... Ok, on passe à la suite. Et après, on reviendra sur le débat. Alors, on va s'échapper de ça. Alors juste, l'escape... Faisons escape, logiquement, ça marche, non, pas, peut-être comme ça. C'est ça, voilà. Là, on va revenir sur la première dimension. Voilà. Alors, je fais comme vous voulez. Voilà. Et je remets des mots. Bon, alors, je vais vous parler de bonheur. Donc, bon, je ne sais pas si vraiment le titre que vous aviez, mais c'est un sujet que j'aime bien en ce moment. Ça me plaît bien. C'est un peu léger, ça fonctionne. Et ça vous montre au moins l'état d'esprit dans lequel on est dans ce grand service d'espace vert, dans lequel j'ai la chance de suivre déjà depuis longtemps. Et puis aussi de ce qui se passe un peu dans différents endroits. Donc ça va être un peu rapide, un peu dense, et puis ça va emmener un peu de conversation. Vous allez voir quelques images en particulier qui me plaisent de vous montrer. Alors avec ça, je vais pouvoir défiler, si ça marche bien. Alors, il y a des sujets, comme c'est un sujet qui n'était pas fait spécifiquement pour vous, que j'ai préparé il y a quelques jours, quelques semaines, sur un autre type de conférence, on va en extraire simplement ce qui va vraiment vous parler. Alors, si ça ne marche pas... Il marchait tout à l'heure pourtant, non? Oui. Ah non, la clé n'est peut-être pas mise dedans, tout simplement. Parce que j'ai cru qu'il y avait la vôtre. Oui, c'est téléchargé, c'est bon, d'accord, on peut y aller. Oui, allez-y. Voilà. Alors, ça marche. Ah, c'est la rouge? Non. Sinon, ça m'obligera à être à côté. Bah, oui, c'était pour être debout, mais le clavier, ça marche. Oui, mais logiquement, ça marche, la petite télécommande, mais... oui, il n'arrive pas à se reconnaître avec... D'ailleurs, il ne s'allume pas, parce que logiquement, il doit... Non. Bon, bah écoutez, tant pis, je vais jouer avec le clavier. C'est pas grave, je vais enlever la chaise, bougez pas. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, très bien, ça va marcher. Et donc, le clavier, ça se passe ici. Voilà, donc, on va parler de bonheur. Alors, d'abord, pour parler d'un sujet, c'est que au départ, les parcs fonctionnent véritablement, et les jardins dans une ville, comme des oasis. J'aime bien cette image-là que j'ai prise à Tokyo. Vous voyez tout ce qui peut se jouer dans un espace comme ça lorsqu'on est dans une ville dense comme Tokyo. Hein. Vous imaginez avec et sans surtout. Hein. Il ne faut pas grand-chose pour que la ville soit vraiment irrespirable. Hein. Donc cette part de verre là, alors vous pourrez avoir les mêmes images prises de Nantes, etc. Je vous rassure, Nantes est un peu moins dense que ça quand même. Hein. Pour ceux qui trouvent que c'est encore un peu trop béton, je vous assure qu'il y a beaucoup plus difficile à vivre. Mais il n'empêche que ces espaces-là jouent un rôle d'oasis absolument incroyable et que c'est une des fonctions qu'on a pu mettre vraiment en évidence aussi à Nantes. Alors évidemment, quand je présente cette affaire-là, je la présente à un public qui est divers et varié. Quasiment la même conférence aura lieu à Saint-Pétersbourg dans quelques jours et un peu avant dans d'autres régions. Et donc, du coup, effectivement, je mets plutôt en valeur cette ville aux 100 jardins qui a 100 oasis. On a la chance d'avoir créé ces 100 oasis, donc à moins de 500 mètres de chaque habitant aujourd'hui. Ça fait même partie maintenant des prescriptions qu'on voit apparaître, y compris dans des positions maintenant fortes nationales, enfin nationales ou internationales, c'est d'avoir ces oasis à proximité. Donc il y en a donc quand même 100 qui ont été faites à moins de 500 mètres. Et quand on compte les coulées vertes, à moins de 300 mètres, il y a systématiquement une coulée verte, une promenade. Ça, c'est vraiment un programme intense, organisé. Il faut en donner grâce à ceux qui ont un peu participé à ça. J'en connais quelques-uns ici parmi vous. Mais ça fait qu'on a eu quand même une espèce d'attitude un peu systématique pour dire qu'il faut que ces oasis existent. Donc ça existe. Ça pourrait toujours être mieux, mais c'est déjà pas si mal par rapport à ce qui s'est fait dans d'autres endroits. Et puis donc, si on regarde une oasis particulière, c'est le Jardin des Plantes. Alors, le Jardin des Plantes, ça a été vraiment pour nous un sujet d'étude et toujours très actif en termes de recherche, parce que c'est quand même notre oasis de centre-ville la plus évidente, positionnée là où c'est le moins vert, vous l'avez repéré, mais malgré tout, qui attire un nombre de visites considérable, qui est donc, on vous dit qu'il est passé de 1 à 2 millions de visiteurs en 4 ans, donc multiplié par 2. Plus que ça, puisqu'on est sur une très bonne base cette année encore et que le chiffre de 2 200 000 visiteurs devrait être atteint cette année. Donc on est en augmentation permanente, constante sur cet endroit qui pourtant n'augmente pas, il fait que 7 hectares.
Il est 7 hectares, c'est pas un très grand jardin en fait, mais il attire énormément de monde malgré tout. Alors on essaye de faire un peu plus de verre. Si vous allez voir, on a diminué des allées, on commence à les diminuer parce qu'on se dit qu'elles sont trop larges. Parce que globalement, on a agi aussi bien dans nos jardins que sur l'espace public. On a quand même bouffé du bitume, mais alors c'est quelque chose. Je veux dire, voir d'autres images qui vont vous vraiment être marquées. Mais la période des années 50 à 90 a façonné nos villes de façon absolument hallucinante. Vous verrez que dans quelques années, ça vous paraîtra encore plus évident, on le sent aujourd'hui, mais on a utilisé un pétrole pas cher pour faire du bitume pas cher. Et il y en a vraiment des quantités phénoménales chez nous, mais alors dans d'autres villes, c'est encore plus important, c'est certain. Donc c'est un vrai grand sujet. Et du coup, nous-mêmes dans nos jardins, donc nos allées, elles étaient plus larges parce que finalement, je vous dis, c'est pas cher. Donc, voilà, donc on commence à les diminuer quand même un peu au jardin des plantes pour donner l'exemple, mais aussi c'est un sujet qui se reportera à pas mal d'endroits. On estime à peu près le nombre de visites par an, pas de visiteurs, de visites, à peu près 18 millions de visiteurs dans les 100 jardins. On a fait des petits sondages, non seulement des sondages, on met des cellules pour enregistrer chaque entrée de pas mal de jardins, pas tous, pas les 100, ça coûterait trop cher. Mais on a quand même une bonne vision des choses et on sait qu'effectivement l'impact, il est absolument colossal en termes de visites. Le jardin des plantes, c'est 55% de touristes. Et c'est toujours l'attraction numéro 1 pratiquement. Et c'est un sujet qui intéresse parce qu'au-delà de ça, on a essayé de savoir pourquoi les gens y viennent, pourquoi ils viennent dans ces oasis. Et bien là, on a les réponses. Alors évidemment, la première chose qui sort, c'est... alors vous prenez les sites, il y en a TripAdvisor, Instagram, Facebook, Google Trip. Nous, on connaît tout ça par cœur parce que c'est quand même un sujet qui nous intéresse bougrement. Et du coup, on va chercher les avis et on voit qu'effectivement, les gens ils disent que c'est beau. Bon, c'est la première dénomination. Mais pourquoi ils sont là vraiment ? Ils sont là parce qu'effectivement, ils veulent trouver des végétaux. Donc, ils vont l'exprimer, des fleurs, les plantes, ces vers. Enfin, c'est des termes qui reviennent souvent. Donc, c'est quand même le terme qui sort le plus souvent. Et puis ensuite, ils vont quand même trouver également intéressant d'y avoir une part animalière importante. Vous la voyez ici, les chèvres, les poissons, caresser les chèvres, donner à manger aux poissons, etc. Ça, c'est un retour vraiment vers un contact à la nature. Là, on arrive bien à la nature. En fait, c'est une espèce de mise en scène de la nature, mais d'une façon un peu particulière. Et puis, vous voyez les autres items qui sortent. Et puis finalement, un item assez fort pour ce jardin, c'est les œuvres. C'est-à-dire que souvent, c'est cité les bandes Ponty, les œuvres de Pedro, les animations qu'on a fait cette année avec Joanne Guilherme. Tout ça, ça revient également. C'est ce mélange culture, nature spécifique du jardin des plantes. C'est un peu aussi la composante aujourd'hui forte de la ville de Nantes, c'est clair, y compris à l'international, à l'extérieur. C'est d'ailleurs un des sujets qui m'est aujourd'hui, pas seulement à moi, mais je sais que Jean Blaise en parle régulièrement. C'est un des vrais sujets, une des vraies cartes d'identité de la ville. Donc voilà les grands éléments. Puis après, on a des choses comme l'air pur, la promenade. Vous allez voir même des choses assez étonnantes. Alors voilà, les gens ils cherchent à se dépenser physiquement, ça c'est évident. Donc je vous parle pas, vous connaissez tout ça par cœur. Je vais aller beaucoup plus vite pour vous parce que vous êtes nantais tous et vous repérez tous les endroits, sauf si vous aviez un endroit que vous n'aviez pas reconnu. Mais ça, c'est évidemment le côté dépense est important. Le côté amusement, très très important, fondamental. Et l'amusement pour tout le monde. L'amusement, c'est pas réservé aux enfants. L'amusement, c'est pour tout le monde aujourd'hui. Il y a une demande véritablement autour de ça très forte qui fait que c'est un sujet qui concerne des familles complètes. Alors voilà, les espaces, vous les connaissez. Le fait de ressentir, c'est assez amusant. J'aime bien cette photo-là parce que vous ne l'avez pas tous vécu, mais on avait inversé au Jardin des Plantes pendant une journée, je pense, ou une soirée spéciale, où on n'avait plus l'autorisation d'aller sur les allées, mais on devait aller que sur la pelouse. Alors on devait enlever ses chaussures quand même, parce que c'était... Voilà. Et cette espèce d'inversion avait plutôt bien fonctionné, parce que du coup les gens se retrouvaient pieds nus dans l'herbe. Finalement, un truc qu'ils n'avaient pas fait depuis... peut-être jamais fait depuis jamais. Et donc finalement, ils ont senti un vrai plaisir. C'est intéressant de les écouter à partir de là. Donc quelque chose qu'il faudra recommencer. On avait même fait du gazon de plaquage pour être sûr que les gens n'aillent pas sur les allées vraiment. Et on avait inversé les codes et on sifflait quand les gens étaient dans les allées. Mais on voit bien le côté aussi amusement, animation. Et puis le fait de ressentir, c'est important. Caresser, nourrir les animaux. Allez voir le nombre de gens qui caressent les chèvres, mais c'est impressionnant. Elles sont hyper caressées, ces chèvres. Mais il y a vraiment aujourd'hui un besoin autour de ça, fondamental, avec les animaux. Et vous voyez là encore cette image avec nos poules. C'est un des éléments qui remonte également très fort. Alors le fait de se reposer, évidemment, c'est évident, tout le monde le cherche.
Alors j'aime bien le fait qu'on profite de l'air pur. Vous voyez que les gens sont absolument convaincus qu'en étant dans nos jardins, ils profitent de l'air pur. On a plein de choses là-dessus qui font un peu réfléchir. Le fait de déjeuner, c'est un vrai phénomène aussi. On voit les gens vouloir aller dehors, beaucoup plus manger, beaucoup plus déjeuner en extérieur. Alors maintenant, il fait beau cette année encore plus que jamais, mais il y a une vraie méditerranéisation qui s'opère actuellement, c'est clair, où les gens aujourd'hui, de plus en plus, ont envie d'être dehors. Et c'est ce qui fait aussi que la ville a radicalement changé aussi. Si vous regardez les images de Nantes aujourd'hui et celles que j'ai connues quand j'étais étudiant, ça n'a plus rien à voir par rapport au fait de voir les gens beaucoup plus dehors qu'avant. Le fait de respirer, vous voyez, une bouffée d'oxygène au cœur de ville, ça parle du jardin des plantes, la bouffée d'oxygène. Donc c'est quand même une petite bouffée d'oxygène, parce qu'autour, il y avait quand même quelques voitures, par exemple. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important, le fait que les gens cherchent à respirer. À se rafraîchir, c'est aussi essentiel. Et là aussi, on a plutôt eu la bonne idée de garder beaucoup de pataugeoires, ce qui est finalement assez rare en France, et de créer de nouvelles possibilités avec le miroir d'eau. Puis alors, dans d'autres villes ailleurs, comment ça se passe ? Eh bien, des villes que j'aime bien, c'est Kyoto, qui a su garder, par exemple au Japon, là, vous voyez la différence de Tokyo. Alors c'est une ville aussi, une mégalopole terrible, mais alors ils ont gardé des espaces comme ça naturels, du coup naturels et jardinés assez conséquents, qui fait qu'on peut véritablement s'extraire de la ville en étant dans la ville. New York est tellement dense qu'ils essayent de récupérer des espaces. Alors, vous voyez des places qui ont été reprises un peu à la voiture, qui reviennent maintenant en petits espaces comme ceci, mais c'est véritablement des espaces réduits. En Chine, on préfère faire du sport dans des agrès. Et puis, le deuxième item, après avoir parlé de ces jardins oasis, c'est qu'aujourd'hui, on arrive aussi à faire que la ville devient un refuge de la nature. Une espèce de paradoxe absolument incroyable. Avant, on devait construire les villes à la campagne. Maintenant, on va plutôt ramener à protéger la nature dans la ville, ce qui est un truc assez étonnant. Alors, on voit l'étoile verte d'une autre façon. Vous voyez plusieurs versions. C'est toujours pas celle qui est complètement atterrie, mais vous commencez à la sentir. Allez, franchement, juste pour vous montrer quand même qu'il y a une différence entre l'image, que les jaunes deviennent verts. Donc, elle est bien verte. Voilà. Et donc, du coup, ça m'a fait passer une image ici, je pense que je n'en ai pas raté. Voilà, c'est l'étoile verte, donc on en a parlé, c'est ce sujet qui met en connexion les choses. Et puis des petites choses comme ça nous parle de la nature, pour dire que malgré tout, vous connaissez ce parc, qui connaît le parc ici ? Oh, c'est pas mal. Alors là, j'ai une représentation, là, beaucoup de gens. Donc le parc de la Gaudinière. Parc de la Gaudinière, la rivière que vous voyez ici, elle passait canalisée, encore jusqu'en 1900... Alors, quelle année on a aménagé ça ? Dans les années 95, 99, 98. Et du coup, on l'a ressorti, cette rivière débusée, recréé un jeu de cascade, etc. Et à l'époque, qui sortait avec mon diplôme de Versailles, s'amuser à faire ce genre d'aménagement, c'était plutôt un plaisir, parce que c'était un aménagement à la fois naturel. Donc, on pouvait, donc là, vous avez bien ces carex sont bien des carex que vous trouvez couramment sur les bords de l'Erdre, donc il n'y a pas de problème. Mais en même temps, on a joué aussi avec une gamme horticole autour d'un vallon de montagne. Et puis tout ça existait depuis longtemps. Et puis il n'y a pas très longtemps, on a eu le Conseil nantais de la nature en ville qui travaille pour nous. Donc c'est vraiment une instance intéressante qui va se réunir encore cette semaine, où tous les scientifiques, plusieurs fois par an, travaillent sur les aménagements, sur de quelle façon les aménagements peuvent être améliorés. Par exemple, on va se promener avec le Conseil là dans la carrière dite du jardin extraordinaire, dans les miséries, là, parce qu'effectivement, on va regarder avec eux de quelle façon œuvrer pour qu'il reste quelque chose de cette part naturelle. Et là, c'est un peu l'inverse, c'est que pendant ce conseil, les scientifiques, je crois que c'est de Bretagne Vivante, nous ont dit que la plus belle station de crapaud accoucheur, qui est une espèce de crapaud un peu particulière, que l'on voit ici, se trouvait dans le parc de la Gaudinière, exactement ici. Donc en fait, dans un espace qui a été totalement réaménagé, avec une cascade d'ailleurs qui est naturelle qu'en partie, parce qu'on a quand même fait un recyclage d'eau, parce que comme l'eau arrive soit par grande volée, soit par faiblement, donc il y a un recyclage d'eau qui au passage améliore la qualité de l'eau, parce qu'on avait pu le vérifier aussi, c'est un bon épurateur, et du coup on a retrouvé donc cette espèce qui est là dans sa plus belle station. Donc on peut agir efficacement en faveur de la nature, quelquefois même un peu par hasard, mais pas totalement par hasard malgré tout. Et puis, ce besoin de nature en ville, on le sent par exemple sur cet aménagement que vous connaissez très bien. Les radeaux flottants sont des radeaux d'espèces naturelles. Rappelez-vous que c'était un parking. Je n'ai pas la photo ici. J'ai la photo.
ça a été un parking pendant très longtemps et un parking bien désherbé chimique. Je veux dire, ça c'était encore il n'y a pas très longtemps non plus, seulement 15 ans. Donc aujourd'hui, on a complètement modifié avec quelques radeaux, avec ce bateau lavoir qui est aussi un lieu de rencontre. On sent que cette présence du verre dans la ville a totalement inversé le fonctionnement. Donc c'est un sujet assez intéressant à regarder. Alors ailleurs, effectivement, dans des villes, c'est intéressant de voir Boston. Comme Boston a été créé à un moment avec des paysagistes qui avaient aussi leur rôle. Et là, on parle de Lou Olmsted, qui a été quand même un des grands paysagistes, qui a fait Central Park, mais il a surtout travaillé, comme à Chicago, sur des constructions initiales de connexions et de parcs. C'est-à-dire, c'est pas l'étoile là, mais c'était le collier d'émeraude. Ça s'appelle le collier d'émeraude. Mais ça, c'est véritablement un dessin masse avant même que la ville ne se construise. Donc on voit que effectivement, on retrouve des continuités, on retrouve des villes qui fonctionnent plutôt mieux avec ces aménagements qui avaient été pré-imaginés. J'aime bien cette image aussi parce qu'elle est intéressante de voir quand même comment les choses évoluent. Vous avez Séoul avec cette espèce d'artère incroyable qui est devenue ce que vous voyez en bas. C'est-à-dire que ce qui était une autoroute, et Séoul s'est complètement asphyxié, et cette ville est encore une mégalopole comme Tokyo avec encore moins d'espace vert. Donc il était vraiment à l'agonie en termes d'espace. Et du coup, ils ont pris des décisions radicales sur un certain nombre d'espaces. Vous voyez cette autoroute urbaine qui devient donc, où la rivière est ramenée là aussi en surface. Et vous voyez les petits séoulottes qui regardent le héron sauvage qui est ici au milieu d'une rivière. Ils ne pouvaient vraiment pas le faire il y a encore seulement 10 ou 15 ans. Donc on voit ces retournements de tendance. C'est quand même sacrément intéressant à observer parce que c'est un phénomène qui est en train de s'amplifier. Alors très très coûteux. Alors ça, des aménagements, vous imaginez. Alors c'est carrément des choses. Mais par contre, avec des fonctionnements qui font des millions de visiteurs dans ces espaces-là. Même genre. Ah, je pensais l'avoir avant. Ah, il doit être après alors. Oui, il est après. Alors, quand on me disait tout à l'heure, il y a des bouchons à Nantes. Là, ici, c'est la promenade de la gare. C'est la gare. Cette image-là, j'aime beaucoup parce que, franchement, elle mérite d'être encadrée. Parce que j'entends, avec les aménagements que vous allez faire à la gare, ça va être le bordel. Ça l'était avant, quand même. On n'a pas inventé le bordel. Je veux dire, le jour où on a inventé la voiture, on a inventé le bordel, quand même, au passage. Donc, on voit bien que dans les années 60... au moment où ça s'aménage ces espaces-là, la place laissée à la voiture est considérable. Ça, c'est clair. Que ce soit parking, que ce soit voie de circulation, on y va. La voiture est reine. Elle prend 99% des espaces libres. Elle laisse 1% d'espace au reste. C'est évident. Ces images-là, vous les reverrez. Et c'est vraiment un phénomène intéressant quand vous regardez même les images. J'aime beaucoup une image sur les images de Nantes avant-après, les images du 19e et les images des années 70-80. Alors, c'était dans des livres à l'époque, on valorisait mais en fait, c'est toujours plus moche dans les années 70-80 parce qu'on a toujours enlevé l'eau, enlevé les espaces verts de l'époque, etc., pour créer des choses comme ça. Donc, évidemment, on n'a aucune nostalgie pour ça. J'ai pas trouvé encore un nostalgique, peut-être parmi vous, mais je n'en ai pas trouvé. Et donc, du coup, on fait un peu la même chose. C'est-à-dire que quand on imagine le projet de demain, on voit la phase intermédiaire qui est celle des années 60. Non, 85, où là, on a quelques arbres quand même, on retrouve un peu plus d'espace pour les piétons, mais enfin, la voirie reste quand même très structurante. Les arbres, d'ailleurs, restent bien alignés, parce que comme ça, on est sûr que les voitures vont passer dans tous les sens, etc. Enfin, c'est quand même, tout ça est bien orthogonal et bien organisé autour de la voiture. C'est la voiture encore là qui décide, et qui décide pour nous, qui prend tout l'espace. Alors évidemment, on est dans une option aujourd'hui d'un aménagement. Donc là, vous avez une agence de paysage qui s'appelle Phytolab, qui est une agence nantaise, qui travaille sur ce projet-là actuellement, donc vous le voyez en cours d'aménagement. Alors, il n'est pas très vert, il n'est pas très vert, parce qu'on va me dire, il est encore minéral. Mais n'oubliez pas que de la gare sort ici des millions de visiteurs. C'est véritablement l'espace le plus dense de Nantes en termes de fréquentation, c'est celui-là. C'est pas un hasard si Jardin-des-Plantes est aussi fréquenté, c'est que les gens ils vont aussi se réfugier de l'autre côté, mais c'est un nœud de fréquentation énorme. Malgré tout, on va quand même créer des petits éclats de Jardin-des-Plantes qui vont sortir ici. Les arbres sont un peu moins ordonné et le sentiment sera quand même d'être un tout petit peu déjà dans le jardin des plantes en étant ici. Donc c'est quand même le début d'une promenade qu'on appelle la promenade nantaise qui va se continuer
avec les projets ici que vous voyez ici. Donc le avant-après est toujours aussi intéressant, hein. Vous voyez le projet, donc là c'est le projet de Jacqueline Hosty. Donc Jacqueline Hosty, paysagiste, Grand Prix de paysage dans quelques jours, puisqu'elle va avoir son titre là, je crois, la semaine prochaine, pour les aménagements qu'elle a fait à Rouen. Et vous voyez qu'effectivement le projet est radical. Alors est-ce que c'est de la nature ça se discute parce que c'est quand même une nature sacrément organisée quand même ce qui est proposé là. Mais c'est quand même malgré tout des parts de pleine terre, c'est des parties jardinées. Alors évidemment il va y avoir un grand débat parce que là aussi les arbres vont commencer pour partie à être supprimés en partie par rapport au nouveau projet. Donc de nouveaux arbres vont être plantés. Malgré tout, l'espace est beaucoup moins minéral. Ça, c'est clair aussi. Mais de toute façon, c'était simple puisque c'était 100% de minéral. Donc, on va passer allez, on va dire 99. On va passer de 99 à, je sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais enfin, à quelque chose de complètement différent. Donc, voilà. Donc, ça engage sur des projets assez radicaux. Alors, finalement, on n'est pas très loin de ce qu'on a vu tout à l'heure. Je pense des images que vous avez déjà vues, mais en série comme ça, elles sont intéressantes à voir. Et puis sur 3,5 km, donc on a cette promenade qui circule. Donc je ne vous passe pas la place du marché que vous connaissez, l'image de terre, hein, parce que je l'ai aussi, mais voilà. Donc et cette promenade continue, arrive ici. Alors assez intéressant de voir aussi ce genre de choses, hein. On voit aussi des choses assez radicales. Donc ça, c'est un projet qu'on a fait cette année qui s'appelle Quai des Plantes. Vous l'avez vu. C'est dommage, j'ai fait la photo trop tard, quand le parking est parti. J'aurais voulu faire une photo du dernier parking, parce que voilà. Donc je demande à ceux qui ont une photo du parking de me la donner, parce que c'est intéressant de voir comment évolue la ville. Alors Quai des Plantes, c'est une proposition éphémère sur peut-être malgré tout quelques années, parce que de toute façon le projet qui arrive, c'est le projet Terre marqué 2021. Considérer que ce n'est pas tout à fait exact, hein. Je pense que ça sera peut-être un tout petit peu plus que ça. Mais donc c'est le projet qui est aujourd'hui en cours, enfin qui a été validé dans les principes généraux récemment. Mais en attendant, on a Quai des Plantes, donc qui est une proposition verte autour d'arbres présentés sous la forme d'une pépinière de plein air. Mais là aussi, le résultat est absolument sans appel. C'est-à-dire qu'on a mis des petits compteurs de fréquentation. Depuis qu'on a ouvert, sous la petite galerie, on a mis un compteur. On doit être rendu à plus de 250 000 visiteurs. Ça laisse entendre que les gens passent plus volontiers ici qu'ils le passaient avant. Donc l'effet, il est radical. Alors évidemment, ça fait moins de place pour les voitures. Donc c'est un vrai débat là, qui mérite d'être ouvert, hein. Ça c'est incontestable. Mais en termes d'aménagement, on sent qu'on est sur une veine qui correspond mieux d'ailleurs même à l'histoire, puisque c'était un quai où accueillait des plantes, un certain nombre de bateaux, donc ça fait une partie de l'histoire. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer les aménagements en cours de la promenade nantaise et cette façon de ramener du vert dans le centre-ville. Donc Terre annonce quand même des surfaces importantes, hein, en termes de gains de vert, hein. Les plans paysages et patrimoine, c'est comment les paysagistes interviennent aujourd'hui dans la ville. Et donc, ça fait partie aussi des dossiers intéressants, mais je ne vais pas beaucoup en parler. Mais si vous voulez en parler, vous pouvez. Vous avez le spécialiste avec nous, qui est Rémi David, qui est complètement sur ces projets-là, où morceau par morceau, la ville est auscultée par ces personnes-là et qui donne un avis qui a été utile pour la confection du plume, qu'il sera pour le futur aussi, puisque tout n'a pas été fait, dans ce qui est fondamentalement l'image de chaque quartier. Chaque quartier est différent, chaque quartier a son identité, et ces gens-là peuvent nous aider logiquement à prendre des décisions conservatoires ou de progrès vis-à-vis de chacun de ces quartiers. Donc là, vous avez une carte de ce qui est, soit déjà réalisé, soit en cours de réalisation. Alors, donc la ville Arboretum, c'est un sujet qu'on reprend régulièrement. C'est une ville qui a effectivement une histoire, une vraie histoire, avec un port, avec des arrivées massives de plantes. C'était la porte d'entrée numéro 1 en France, hein. Le premier jardin d'acclimatation français, il était là, au Jardin des Plantes de Nantes. Et les végétaux arrivaient de l'extérieur. Climat plutôt doux qui a fait qu'on les testait plutôt ici qu'avant. Donc cette richesse-là, elle existe, elle est importante, mais je ne vais pas insister, ce n'est pas trop le sujet. L'arbre, ça part juste pour parler des projets de canopée. Aujourd'hui, les villes vont vers des canopées, c'est-à-dire vont vers des surfaces de frondaison. Vous voyez des chiffres de 22%, 25% dans les villes qui sont les plus en avance. Sur Nantes, vous avez vu le chiffre tout à l'heure, on est à 18%. Hein, c'est pas si mal, hein, c'est pas si mal. Pas de canopée, pas de canopée. De verdure. C'est deux choses différentes, ce qui est la couverture des arbres et ce qui est la couverture verte, puisque vous avez des pelouses, etc. Alors, non, pas en arbre. De canopée. Non. Je veux bien parier. J'étais à Berlin, 41%, ça veut dire que la moitié de la surface est en arbre. Bon, mais écoutez, ça serait bien, ça serait bien. Pourquoi pas, à vérifier.
Hambourg, une ville qui est également intercalé pas mal d'espaces intérieurs de type parc qui viennent en série aussi, donc que je classe dans les villes intéressantes. Et puis voilà d'autres aménagements que je vous montre également d'évolution des choses. C'est toujours sur Séoul. Et là, on voit comment une autre autoroute a été transformée en jardin botanique, avec pataugeoires, etc. Donc, une fois qu'ils avaient réussi le coup une première fois, ils l'ont fait une deuxième fois. Donc, et là, de la même façon, un boulevard qui serait à peu près l'équivalent du boulevard Guisteau chez nous, où là, de la même façon, sans décision radicale, le boulevard, plus de voitures. Donc, mais je vous dis, avec quand même des villes d'une telle densité qu'ils n'ont pas d'autre solution. Enfin, il faut qu'ils prennent des solutions comme celle-là. Tout est construit. Donc voilà. Mais c'est intéressant de voir cette espèce de retour. On a eu la chance chez nous de pouvoir bénéficier d'espaces libres et dont on est des dépositaires. Mais là-bas, oui, effectivement, l'histoire s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Donc ils en reviennent comme ça, ou New York, vous connaissez la High Line de New York, qui est un projet incroyable. Cette promenade qui était là aussi une ancienne voie ferrée où passaient les trains, est devenue la promenade la plus utilisée de New York et qui est fréquentée massivement parce que c'est la seule option pour traverser New York sans se faire écraser par une voiture et tout en restant un peu en l'air et dans un espace de nature. C'est la seule avec Central Park. Donc effectivement, le succès, c'est véritablement la queue tous les jours pour passer sur cet espace-là. Donc voilà, je vous demande des options un peu radicales, mais qui montrent ce qui se passe. Alors après, je vais aller beaucoup plus vite parce que c'est pour parler du bonheur au pluriel et c'est ce que les gens recherchent collectivement, parce qu'ils recherchent des espaces à jardiner. Alors là, il y a beaucoup de choses chez nous qui vont dans ce sens-là. On cherche éventuellement à jardiner donc ça c'est le potager de la cantine que vous connaissez. Et puis ces options vous voyez par exemple la distribution des petits sachets de graines qu'on donne Marion Fleur, ça vous donne les points de distribution à Nantes. Vous voyez que ça se distribue bien. Il y a pratiquement jusqu'à 3-4 000 personnes qui se déplacent en mairie ou au jardin des plantes pour récupérer leurs petits sachets de graines, ce qui montre quand même un intérêt là aussi qui monte très très vite sur ces sujets-là. Et puis des opérations Marie dans un jardin, vous les connaissez un petit peu aussi, on en parle, où on reçoit des projets, 189 qui avaient été déposés en 2017, 2018 c'est reparti, où là aussi les gens eux-mêmes proposent des solutions d'aménagement ou de verdissement sur ces espaces en général minéraux des villes. Alors on voit d'autres exemples, ça c'est cette façon de rentrer en participation sur les aménagements. Il y a des choses très très spectaculaires un peu partout dans le monde, donc j'en ai fait qu'une liste non limitative, avec des actions assez exemplaires, assez volontaires, sans aller très loin. Si vous allez à Rennes, ils sont très actifs sur des sujets comme ça aussi. L'aspect festif, ça vous le connaissez tous, vous connaissez Nantes, ça c'est plutôt vers l'extérieur que j'aime montrer ces images-là, parce que on voit qu'effectivement ces espaces-là ont vraiment été gagnés sur des espaces qui étaient absolument pas comme ça il y a encore quelques années. Et puis là après sur l'échange, on arrive sur des sujets qui sont autour de projets que vous connaissez. Je ne vais pas vous les commenter plus non plus parce que vous connaissez Nantes. Le fait de la dépense, sur le fait de la participation, vous les connaissez, on arrive à des chiffres absolument colossaux. L'histoire du Poussin, vous l'avez connu, a attiré des dizaines de milliers de gens impliqués dans ça. Là, c'était des petites vidéos qui ne sont pas possibles à passer sur ce module-là. Le fait de se rencontrer et de s'aimer, ça fait partie des sujets qui correspondent au vert. Il y a même des opérations pour s'embrasser. Vous voyez, là aussi, on va loin dans les propositions maintenant, dans les jardins. Il y a un endroit, vous remarquez, qui est voilà, Kiss Me. Et puis le rêve. Le rêve, c'est la dernière partie du diaporama, et après on passera aux questions, où effectivement cette part de rêve fait partie véritablement de notre projet. Ça, c'est ce qui avait lieu l'année dernière sur les bords de l'Erdre. C'était le projet avec Marie-Hélène Richard, qui est un projet éphémère, qui a donné une identité déjà à l'Erdre, qui commence à faire un lien avec l'étoile verte. Et puis le fait des jardins éphémères de rêver, vous les connaissez, Nantes, vous le connaissez beaucoup mieux que tout le monde et que les gens qu'on rencontre. Quant aux projets qui arrivent, ils sont de l'ordre du rêve aussi, puisque je termine en général par ce jardin extraordinaire qui va être réalisé et commencer à être réalisé dès l'année prochaine, qui nous emmène sur ces sujets-là et qui me fait terminer sur la notion de bonheur municipal brut. C'était une plaisanterie, mais qui marche assez bien, parce qu'effectivement, avec un peu de verre, on arrive quand même à rendre les choses un peu plus agréables. Voilà. Donc c'était pour vous parler un peu plus généralement d'une forme de stratégie, mais je me suis déjà un peu éloigné, mais pas complètement du sujet de base. Donc je vais vous laisser maintenant la parole encore aux questions. Oui, on a encore le temps de recevoir quelques questions. Oui. Alors, qui
se lance. Voilà, Jean-Marie Pousseur. Très courte. Est-ce que le service des espaces verts, qui doit anticiper en urbanisme, l'unité de temps minimale, c'est 10 ans, est-ce que vous anticipez le réchauffement climatique et comment ? Alors, on a fait un test déjà. Avec Quai des Plantes, on gagne déjà, je crois, pratiquement 4 degrés, uniquement en mettant 1000 arbres sur un quai. C'est une façon déjà de démontrer que ça marche et qu'effectivement, le meilleur climatiseur, c'est les arbres. Ce n'est pas un hasard si les chiffres des canopées qui ont été annoncés dans certaines villes sont regardés de très près, c'est que le meilleur climatiseur, c'est les arbres, incontestablement. Pas et pour les gens qui... Ah bah, il faut les arroser, ces arbres. Non, mais... Pardon. Oui, bien sûr, oui. Bah, oui. C'est moins d'eau. Ah bah, on a la chance d'avoir la Loire pas trop loin quand même, qui nous a permis quand même de continuer à arroser à Nantes en particulier toute l'année. Je me suis fait agrafer une fois ou deux sur Quai des Plantes justement parce qu'on a arrosé trop les arbres. Et à quoi j'ai répondu, bah oui, mais je suis en train de vous mettre en place un climatiseur naturel qui est en train de vous évaporer de la vapeur d'eau et de vous rendre la ville plus agréable. Donc, va falloir choisir. Soit on est tous morts, soit on arrose. Alors là, du coup, c'était bon. Là, maintenant, on peut arroser. Sans gaspiller. Hein, il ne s'agissait pas de le renvoyer dans la Loire. Hein, on faisait ce qu'il fallait. Non, mais voilà, tout ça pour dire que l'eau, c'est la vie, bien sûr, mais sans eau, pas d'arbres, etc. Donc, il y a quand même une chaîne autour de ça. Et donc, voilà, c'est une première réponse. C'est qu'effectivement, le meilleur climatiseur, c'est les arbres, incontestablement, bien plus fort que les toitures végétalisées, bien plus fort que les murs végétaux, bien plus fort. Il y a eu un très bon travail fait qui s'appelle VEJDUD, un peu compliqué comme nom et pas très joli, mais qui a été fait avec l'initiative de l'école d'archi, mais pas seulement, avec pas mal de bureaux d'études, qui a bien montré ça, qui a montré que par rapport au réchauffement climatique, l'élément fondamental, c'est l'arbre. La pleine terre, c'est beaucoup mieux. Et les toitures végétalisées, ça fait 10% de ce que fait le reste. C'est déjà 10% de mieux. Hein. Globalement, c'est plutôt une bonne idée. Mais voilà, donc on anticipe là-dessus. Alors, est-ce qu'on anticipe après sur les essences ? Pour être tout à fait honnête, la question m'a été posée. On a pas mal de délégations qui passent en ce moment. Alors c'est intéressant parce que j'ai jamais vu autant de délégations suédoises, hollandaises, japonaises. Je sais pas, il doit y avoir quelque chose à voir à Nantes, je sais pas laquelle, mais en ce moment il y a beaucoup de visites. Et justement les Hollandais sont venus, ils ont pris une sécheresse terrible. Ils n'avaient jamais connu ça encore. Hollande jusqu'en Suède, là ça séchait comme nous on avait déjà eu ça. Ils sont venus voir ce qu'on avait fait. Et là, j'étais un peu gêné parce que finalement, au niveau des essences en particulier, pas si gêné, on n'a pas tant évolué que ça. Parce que déjà, si vous prenez en alignement, le platane est roi. 30% des arbres, alors on a quand même beaucoup changé les choses, il y en a moins qu'ailleurs, etc. Mais il y a quand même encore 30% de platane. Le platane a une essence d'une plasticité incroyable. Il peut avaler un réchauffement climatique de 5 degrés, il n'y a pas de problème. On le trouve depuis la Crète jusqu'en Suède. Donc il a une plasticité absolument hallucinante. Donc je ne suis pas inquiet pour le platane du tout. Alors, on peut être inquiet plutôt si on regarde, on parle de massifs forestiers qui sont faits de plusieurs essences, etc. Là, il y a des évolutions que l'ONF doit anticiper beaucoup plus parce que là, on joue sur justement des équilibres qui peuvent être largement impactés par ces changements climatiques. Mais dans les villes, de toute façon, on est dans des îlots de chaleur naturels, c'est-à-dire que le réchauffement climatique, on l'a créé nous-mêmes en faisant des villes minéralisées comme des malades. Donc on gagne tout de suite 4 degrés par rapport à la campagne sans aucun problème. Donc si on fait simplement que déminéraliser un peu, faire ce qu'on a commencé à faire en particulier, faire que les voitures qui n'ont jamais demandé à être au soleil, à prendre toute la place sur les parkings un peu partout, on commence à se les mettre verticales dans des sous-sols ou quelque part ailleurs et puis on en utilise moins, ça fait quand même partie des éléments. Je suis venu à vélo, c'est beaucoup mieux. Hein. Alors ce qu'ils ne font pas encore, c'est trop bien de venir à vélo. Il fait beau en plus. Non mais je plaisante, mais tout ça c'est des éléments concrets qui vont faire que les villes vont retrouver une température déjà naturellement. Mais la chaleur, le réchauffement, on le teste dans les villes depuis 30 ans. On n'a fait que ça. Hein. On les fait monter en température par le fait même des aménagements. Ça, c'est incontestable. Et on va s'en rendre compte parce que de toute façon, le pétrole va être trop cher. Et de toute façon, il y a un moment, on va chercher autre chose que de mettre du bitume sur le bitume. Parce qu'on a mis... hein, je veux dire, quand vous verrez le nombre d'équivalents pétrole qu'il y a ici, là, ici, mais dans toutes les villes, hein, et ailleurs, c'est bien pire. Pour faire des comparaisons, j'ai été voir en Angleterre des villes comme Liverpool ou Manchester. Je suis désolé, mais ces grandes villes du jardin, aujourd'hui, ils ont besoin de revoir des choses. Hein, et c'est pas un hasard si elles nous demandent des choses parce qu'ils ont un retard considérable sur leurs aménagements. Hein, ils ont encore des autoroutes de centre-ville qui sont hallucinantes.
mais un peu partout. Hein. On a vraiment aujourd'hui des choses qui vont changer, y compris les transports en commun sont très gourmands pour certains. Les bus, on s'est posé des questions sur l'aménagement avec Jacqueline aussi, ça a été un vrai sujet de débat important sur le centre-ville. Quand on voit des espaces qui ne sont utilisés que par un bus tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, ça pose question. Hein. J'étais à Rennes il n'y a pas longtemps pour citer Rennes. Vous allez voir des aménagements récents dans le prolongement du canal où on voit passer 2 bus à la minute, pas la minute, 2 bus à toutes les je ne sais pas combien, et que tout l'espace il est minéralisé. Voilà, je crois que demain ça changera aussi, enfin, incontestablement. On voit quand même des potentiels importants pour l'avenir. Enfin, et moi ça me rassure parce qu'en termes de projets d'aménagement, il y a des champs de choses à faire qui vont paraître de plus en plus évidents. Quai des Plantes est l'exemple même. Quai des Plantes, un des plus beaux endroits de Nantes face à la Loire. On découvre simplement que c'est un endroit magnifique. Et on en découvrira d'autres ailleurs. Hein. Ça, il n'y a aucun doute. Donc, le bonheur est dans le verre, mais l'avenir aussi un peu. La question est la suivante. Est-ce que pour les projets immobiliers conséquents, une étude d'impact sur l'environnement est obligatoire finalement? Parce que je prends juste l'exemple, je répète, du projet qui est en train de se terminer sur l'ancien terrain du Crédit Mutuel. Il n'y a pas eu d'étude d'impact d'environnement. Ils ont été dispensés. Il y a quand même une surface très importante, donc c'est un peu inquiétant, quoi, je veux dire. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut mieux répondre que moi là-dessus. Est-ce que tu peux répondre, Rémi? Je me retourne parce qu'il a quand même été plus souvent poser ces questions-là. Aujourd'hui, c'est logiquement moins facile. Enfin, malgré tout, il y a quand même des choses qui sont de l'ordre des études d'impact, mais c'est pas obligatoire. Enfin, je pense pas. Enfin, pas encore. Et je pense que là, ouais. Pose la question, je vais tenter d'y répondre. Il me semble que les opérations d'aménagement sont soumises à des études d'impact. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des questions par rapport à des projets qui sont des permis de construire, certes pour des opérations importantes, mais au départ, c'est un projet qui fait l'objet d'un permis de construire. Et donc là, je pense qu'effectivement, s'il n'y a pas eu d'étude d'impact, c'est que ça ne devait pas être nécessaire. C'est des terrains totalement privés. En tout cas, c'est que ce n'était pas obligatoire. Je ne dis pas que ce n'était pas nécessaire, mais que ce n'était pas obligatoire. Non, mais je comprends, mais en fait, en dernier ressort, qui signe le permis de construire, c'est la ville de Nantes. Oui, absolument. Sans aucun doute. Ou j'ai pas compris. Oui. Donc, si vous faites un petit immeuble de 3 ou 4 étages sur quelques dizaines de mètres carrés, c'est pas ma question, si vous voulez. Mais allez voir la construction sur l'ancien terrain du Crédit Mutuel, près de la Poste des Meursaudries. Il n'y a pas un poil d'herbe, quoi. Et il n'y a pas eu d'étude d'impact. Et on va voir les conséquences de tout ça quand des gens vont venir habiter, je répète, 350 appartements, avec des bâtiments qui sont très hauts, avec des flux de voitures qu'il va y avoir, avec les enfants qui vont venir à l'école des Meursaudries. Il va y avoir une sacrée pagaille, je peux vous le dire. Et c'est dommage quand même qu'au travers de tout ce que M. Soignon vient de nous expliquer, qu'il n'y ait pas une étude sur l'impact de l'environnement. On est là pour quoi, là? Oui, mais c'est pour ça que je pose ma question. Alors, Nicolas Poineau, donc. Réflexion que je me faisais, mais est-ce qu'aussi on ne peut pas travailler en centre-ville, là où on voyait tout à l'heure sur la carte que c'était pas à travers, sur la ville verticale? Bon, c'est vrai qu'un mur végétal, ça a un coût, hein, voilà. Mais il y a peut-être quelque chose à travailler sur les espaces contraints parce qu'il y a du public, justement. On a vu par exemple avec la gare où on a besoin d'utiliser l'espace parce qu'il y a des piétons qui se déplacent. Peut-être qu'aussi on peut travailler sur la verticalité des végétaux et se dire, ouais, quoi, il y a peut-être des pistes de travail. Aussi, autre piste de travail pour l'arrosage, c'est assez intéressant. Alors là, c'est peut-être... Monsieur Transport qui parle. Dijon, par exemple, pour l'arrosage de ses pelouses du tramway, utilise en fait l'eau des bâtiments municipaux. Donc c'est aussi des choses qui pourraient peut-être être travaillées. Je ne suis pas du tout contre à ce que l'on arrose les pelouses l'été, à condition peut-être de récupérer l'eau des bâtiments, et ce qui permet aussi de produire
un couvert végétal l'été qui est vert, en fait, parce que ça aussi, ça produit de l'oxygène, et donc, voilà. C'est peut-être des pistes à travailler, le fait de récupérer l'eau des bâtiments. Oui, alors deux parts dans la question. Alors, végétaliser les façades, alors comme je l'ai dit, le bilan est moins... Je veux dire, ça ne révolutionne pas complètement le climat. Psychologiquement, ça peut faire du bien, on est d'accord. Je vais donner un exemple. Un grand stade qui serait complètement planté de plantes grimpantes, déjà, il changerait de gueule. Enfin, ça, c'est une proposition que je fais d'ailleurs ouverte à ceux qui font le projet. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais voilà, on sait faire des choses là-dessus. Hein. Mais par contre, attention quand même, parce qu'effectivement, il y a aussi des projets qui sont coûteux en eau et en énergie, parce que j'en connais avec des pompes, avec réseau d'arrosage intégré, machin, etc., pour arroser les façades. Le bilan... moyen, vraiment moyen. Alors que voilà, donc la plante grimpante, ça marche plutôt pas mal, c'est plutôt assez efficace. Après, sur le fait de récupérer de l'eau, oui, il y a plein d'options pour ça. Enfin, alors après, ce qui est un peu compliqué des fois, c'est de la rendre après réutilisable pour nous, parce que il faut que l'avantage quand on la prend au service d'eau, malgré tout, c'est qu'on peut l'envoyer sur la tête des gens, j'ai pas de souci, quoi. Hein, voilà. Donc après, il y a quand même des questions après de potabilité, de sanitaire, etc. Mais il n'empêche que sur le fond, oui, on utilise encore pas tout à fait bien la réserve. Tout à fait. Vous n'avez pas abordé le problème des couleurs écologiques, parce que j'ai vu dans une revue là, qu'il y avait des architectes qui travaillaient sur la liaison entre les différents espaces verts d'une ville. Ce qui est important, parce qu'en fait, ça permet... C'est oui. ça. Je vous ai montré l'étoile oui, d'accord, verte. mais Si l'étoile verte n'est pas des couloirs... Oui, d'accord, mais la recherche systématique d'avoir des continuités... Oui, non, mais d'accord. Des autoroutes. Non, mais là, mais même en dehors des axes de l'étoile, si vous voulez... Oui, dans le maillage. Dans le maillage, il y a parfois... Enfin, moi, je vois sur Rosé, il ne faudrait pas grand-chose, des fois, pour relier deux espaces. On bosse dessus. On bosse dessus vraiment. Alors, d'ailleurs, à un moment, dans une des images, il y a marqué la toile de l'étoile. C'est-à-dire qu'effectivement, après, on travaille sur les interconnexions. Il y a des projets assez intéressants en ce moment autour de ça. Alors, pas partout, mais il y a certains quartiers en particulier où on joue maintenant des connexions inter-quartiers entre le parc de la Gaudinière, par exemple, à redescendre vers le bas. Il y a toute une coulée qui est en train de s'organiser. Il y en a une autre, on commence à se dire, en passant de l'île de Versailles par derrière, il y a des possibilités. Enfin, il y a des choses qui se jouent et qui vont se jouer encore. Il y a des choses à faire encore, hein, mais clairement, des connexions comme ça, il va y en avoir... Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Prenez les grands cimetières qui sont aujourd'hui des grandes, pas des barrières, mais presque dans la ville, alors que c'est des rotules en hectares et de transferts qui sont vachement intéressantes. Voilà. Prenez un exemple de choses qui va bouger. Ça remet quand même en cause certains éléments du plume, parce que par rapport aux cultures. Ah oui. Pour m'intéresser un peu aux plumes actuellement, il y a quand même des choses qui sont à revoir, parce que au niveau des clôtures, si on veut faire les continuités, il faut aussi que les espaces privés y participent, si vous voulez. Ça remet en cause les clôtures de maisons, ainsi de suite. Donc c'est pas si simple que ça. Et on n'en parle pas beaucoup. Enfin, c'est tout. Hein, c'est une remarque. Hein, si, dans les plans paysages, c'est complètement repéré. Alors ça, Rémi le suit bien. Ça fait partie vraiment des propos quartier par quartier, de regarder finalement comment tout ça se connecte et comment on peut améliorer les connexions. Mais on est dessus, mais il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, et avant que ça soit bien mis en place tout ça, oui, il y a encore du boulot. Tout à fait, on est d'accord, mais c'est un sujet important. Olivier Flamand, donc une question Oui. à propos du verre qui est dans le verre. Justement, on parle beaucoup de verdissement, on parle beaucoup de végétal. Et la végétation en ville accueille aussi des animaux. Et j'étais, par exemple, ce week-end à Bordeaux, j'ai été étonné 2 fois de voir des rats à Bordeaux. Et il n'y a pas que les rats, il y a aussi les moustiques, il y a aussi des tas de petites bestioles qui vont être plus nombreuses avec le végétal. Alors ma question, c'est est-ce que le SEV, à la fois, a en charge de s'occuper de ça, de traiter ces animaux qu'on a peut-être justement volontairement éloignés en minéralisant tout, et c'est pour ça qu'on fait des maisons en béton pour éviter que les fourmis rentrent. Et est-ce qu'il y a une notion aussi de développement ou peut-être d'acclimatation d'un certain nombre d'animaux? Est-ce qu'on va apprendre aux gens que les rats sont peut-être pas si mauvais compagnons que ça? Ils sont un bon indicateur du fait qu'on soit urbain, ça, il n'y a aucun doute. Hein.
autant de rats, autant d'habitants. Hein. Je vois que c'est quasiment ça. Non, mais c'est impressionnant les chiffres qui sont donnés. Il y a des rats à Nantes, comme il y en a un peu d'ailleurs dans toutes les villes, hein, ça c'est clair. Alors après, je pense que les rats, eux, honnêtement, ils savent circuler, ils ont leurs moyens, ils ont déjà leurs autoroutes vertes en sous-sol partout. Et c'est les meilleurs hein, pour arriver à... C'est pas hasard si ce sont devenus les populations les plus importantes, hein, c'est que c'est les plus opportunistes et les plus malins pour trouver tout un tas d'itinéraires que nous, on n'a pas. Donc ça, c'est un élément. Par contre, comme j'ai parlé du sanglier tout à l'heure, incontestablement, le fait que le sanglier et le renard, là, on dit que la loutre est revenue sur l'herbe, effectivement, mais au-delà de ça, oui... de fait, ça crée des voies de pénétration possibles, ça c'est certain. Alors après, effectivement, est-ce qu'ils sont souhaités ou pas souhaités? Alors dans la plupart du temps, on trouve que c'est plutôt intéressant. Je prends l'exemple, on a montré les jardins flottants, là. Les jardins flottants qu'on a fait sur la préfecture, ça a amené une faune immédiatement par le fait même que la reproduction est possible sur ces petits radeaux, que du coup c'est devenu incitatif et pratiquement dès la première année, j'ai pu voir une grosse couleuvre écrasée sur la route, tout le monde se tournait tout ça, on disait bah oui effectivement, qui dit végétation dit couleuvre. Alors après il va falloir que les gens avalent les couleuvres. Mais ça doit être facile, hein, parce que logiquement je rappelle quand même que c'est un animal sympathique. Alors après sur la gestion, c'est vrai que c'est un peu compliqué la question autant la question du végétal c'est clair, c'est très clair, mais la question de l'animal. Pour l'instant, à l'échelle d'une communauté comme la nôtre, communauté urbaine, alors eux, ils sont sans frontières, mais alors par contre, les services ont des frontières. Ça, il n'y a aucun doute. Donc, du coup, c'est pas un dossier, même si, effectivement, quand on regarde, il y a des naturalistes qui sont au chevet. Alors, je prenais le crapaud accoucheur, etc. Ça s'est bien suivi, etc. Enfin, on sait à peu près où il est, etc. Mais globalement, sur cette gestion des animalières en sens large, ça reste un sujet qui mérite plus de coordination, ça, sans aucun doute. Question, oui. Justement, vous évoquez les frontières et ma question, c'est un petit peu sur la gouvernance. C'est-à-dire que les services des espaces verts sont municipaux et les enjeux, les stratégies sont métropolitains. Et on vient de le voir à travers un tas de sujets. Donc, quelle réflexion par rapport à ça? Comment se font les coordinations? Et puis, peut-être, comment ça se passe aussi sur d'autres grandes métropoles en termes de répartition des compétences? Alors effectivement, la communauté urbaine a choisi jusqu'à présent de faire que les services d'espace vert soient indépendants dans chacune des communes. C'est partie de l'identité de notre ville et notre communauté urbaine. Toutes les compétences techniques autres sont pratiquement passées communautaires, mais la seule qui est restée à l'échelle des communes, c'est celle des espaces verts. On a malgré tout un service environnement métropolitain qui s'appelle la DER, qui quand même travaille sur les dossiers généraux comme la forêt périurbaine, comme le réchauffement climatique, etc. Donc sur les grands dossiers, il y a quand même un service heureusement qui prend un peu d'élévation et essaye quand même de parler d'une métropole nature, hein, heureusement. Mais malgré tout, quand même, l'opérationnel reste à chacune des communes. D'autres métropoles n'ont pas fait ce choix-là. Brest, par exemple, ils ont complètement tout regroupé. Tout le monde bosse sur les mêmes sujets et il n'y a pas d'autre discussion. Donc on voit bien que la tendance est quand même d'aller plutôt vers ça quand même. Je pense qu'on ira un jour plus, vraisemblablement. Comme j'ai dit, hein, nos différenciations géographiques sont très très surprenantes pour pas mal de gens qui viennent nous visiter. Hein. Moi j'ai le souvenir de voir des gens, quand je leur explique qu'il y a des découpages de 3-4 niveaux sur des territoires finalement limités, ils ont un peu du mal à comprendre par rapport à ce qu'ils vivent dans d'autres pays. Alors ça a des avantages, mais ça a des inconvénients, en particulier sur certains dossiers qui mériteraient effectivement peut-être un meilleur accord. Parce que c'est vrai que... Alors ça tombe bien malgré tout, je prends la question des pesticides, je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus une commune de la métropole qui n'a pas pris la même direction, parce qu'à un moment quand même on s'est dit stop à l'armement. Heureusement on arrive à prendre des décisions comme ça, mais malgré tout on voit bien encore, c'est pour ça que l'étoile verte est intéressant aussi, parce que ça va vraiment remettre sur le chapitre ces continuités, parce qu'il y a quand même des moments de porte à porte, ça se décale de quelques centaines de mètres des fois, et on se dit pourquoi, cherchez pas trop, c'est que... Voilà, donc il y a encore des enjeux de ce type-là qui peuvent se régler que comme ça. Donc progressivement, et je pense que les plans paysages, ils vont partir à des échelles autres aussi demain, parce que c'est des grands sujets importants qui concernent tout le monde et pas seulement Nantes et son cœur. Madame Georges. Oui.
Justement, je suis contente que vous parlez de la métropole parce que je me disais, on reste quand même sur Nantes. Et la métropole accueille quand même beaucoup dans la nature, enfin, toute la population, soit nantaise ou autre. Et il y a une chose aussi que je voudrais quand même vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de parler de la nature en ville, mais il s'agit aussi de la respecter. C'est que maintenant, vous ouvrez la nature à tout le monde, mais on s'aperçoit, en particulier dans la métropole, que les gens viennent, mais ne la respectent plus, et au contraire, la détruisent même. Il y a des, je ne vais pas vous citer en particulier certains sites, mais des sites qui sont complètement détruits par les utilisateurs. Bon, maintenant, on parle aussi des pique-niques, beaucoup de pique-niques. Avant, on a toujours fait des pique-niques, on amenait ces tartinades, on amenait des choses comme ça. Maintenant, on fait du barbecue. Alors, naturellement, le barbecue, ça pollue, premièrement. Et deuxièmement, on ne fait pas forcément ces grillades dans les barbecues. On les fait partout. On les fait à côté parce qu'on ne veut pas forcément utiliser le barbecue après quelqu'un d'autre. Vous voyez, un tas de choses comme ça. Et c'est vraiment inimaginable dans quel état sont laissés certains coins nature et même des coins nature, comment je vais dire, historiques, dans quel état ils sont laissés. Alors je pense que plutôt de dire la nature en ville, il faut d'abord commencer par mettre comment utiliser cette nature et éduquer les personnes qui vont les utiliser. Et pourtant, le travail autour de l'éducation, il est intense depuis très longtemps. Je trouve que par rapport à d'autres villes, d'autres collectivités... Oui, j'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est que les écoles, des programmes liés à l'environnement, des découvertes, nous on fait depuis des années la ferme d'éveil de la Chantrerie, depuis des années la découverte du jardinage au Grand Blotreau, depuis des années, depuis que la Maison de l'Erde existe, on fait la découverte des milieux naturels, etc. Enfin, il y a des opportunités incroyables, il y a un panel de possibles avec Écopole, avec beaucoup d'acteurs. Voilà. Oui, le viaduc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de formation, on ne peut pas faire beaucoup plus, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même énormément de faits. Après, effectivement, on a quelques soucis. Malgré tout, des fois, je suis comme vous, je me lamente, mais quand je me compare, j'ai vu pire ailleurs. On a quand même un public qui est quand même sacrément... et des fois, quand je vois, à Nantes, hein, non, mais même à Nantes métropolitain aussi, hein, je me compare avec des collègues, ils trouvent encore qu'on fait des trucs qu'ils n'arrivent plus à faire depuis déjà un moment. Parce que je pense qu'on a quand même des gens ici qui sont des sacrés amateurs, sacrément intéressés, et une densité beaucoup plus forte qu'ailleurs. Et quand vous regardez quand même le Jardin des Plantes avec ses pelouses interdites, quand même, qui reçoit 2 200 000 personnes et que ça fonctionne quand même et que ça continue d'être une oasis où les gens circulent à peu près bien, alors qu'au niveau présence policière, vous n'avez pas vu beaucoup de policiers, hein, je veux dire, j'ai quelques agents qui sont là de temps en temps pour dire écoutez, faites attention, comme je l'ai fait encore aujourd'hui, mais c'est très faible. Mais il y a un auto-fonctionnement, je me suis fait virer 2 fois des pelouses, alors que mais moi j'ai le droit, monsieur, vous êtes sur les pelouses. Donc, et ça s'est passé à Nantes, ça, il n'y a pas longtemps. Donc il y a quand même, malgré tout, quelque part une résistance, vous en êtes la preuve, par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une bonne fête au viaduc de la Verrière et qu'on va y trouver des monstres de bouteilles. Hein. Mais malgré tout, j'ai vu bien pire. Hein. J'ai vu la capitale verte de l'Europe cette année qui était Leeuwarden non, c'est la capitale culturelle, excuse-moi, donc, qui était Arnhem. Nimeg, Hollande. C'était après une grande fête et un grand festival qu'ils organisent. Je veux dire, c'était la capitale du plastique, hein, franchement. Et là, c'était la fiesta géante. Il y en avait partout. J'ai vu des monstres. Donc voilà, je dis que après l'aspect festif, évidemment, il n'est pas conciliable tout à fait. Voilà. Après, je trouve que non, on a quand même des gens qui... Le vandalisme, moi, je trouve qu'on souffre moins que d'autres sur ces questions-là, malgré tout. Voilà, mais je vais un peu Tommy. Voilà, allez, question dans le fond. Oui, Benoît Richard, donc géographe. Je vous ai beaucoup entendu, Monsieur Soyon, et finalement, vous nous passez des messages. Vous êtes, je pense, un bel ambassadeur de l'urbanisme végétal à la nantaise. Vous avez parlé du stade tout à l'heure. Oui.
Et monsieur parlait de gouvernance et vous parliez à mot couvert de cloisonnement entre les services. Encore un peu, je pense. C'est peut-être générationnel ou c'est peut-être la technocratie parfois, peu importe. Mais comment on fait demain pour que quelqu'un comme vous, je pense une personne influente auprès de décideurs publics, ça se sait, comment on fait pour que votre projet de Yellow Green Park, parce que dans la filière végétale, on a entendu parler, vous savez, quand on passe des petits messages, il suffit qu'on les entende bien, comment on fait pour que peut-être un stade un peu emblématique face à la roseraie, face au Floralie. C'est une très bonne idée, j'aime beaucoup le nom, c'est une bonne idée. Oui, mais je pense que c'est la vôtre, non, ou celle de vos réseaux peut-être. Mais comment on fait pour que dans une métropole aussi innovante, ou à Nantes, si elle est la capitale du vert à la française, faut peut-être pouvoir aller un peu plus loin. Comment on aide ces idées-là pour qu'elles ne soient pas effacées dans des directions générales, dans des cabinets qui sont aussi force de décision. Voilà. Comment quelqu'un comme vous peut être aidé par rapport à ça? Non, mais je pense que c'est nous tous. Hein. Enfin, je pense qu'effectivement, on est sur un sujet qui monte énormément, incroyablement. Il suffit, je vous dis des chiffres, mais tous les indicateurs sont au vert. Hein. Tous les indicateurs sont au vert. Enfin, franchement, j'ai une longue carrière dans ce service et j'ai pu passer des choses. Donc ça veut dire que quand même, ça bouge. Ça bouge. Je vous dis, la preuve, c'est qu'il y a des messages qui arrivent, alors qu'avant, ils n'arrivaient peut-être pas aussi facilement. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc non, ça bouge énormément. On a un public qui est effectivement derrière nantais, qui devient même encore plus combatif sur ces sujets-là. Donc effectivement, grâce à ça, mais je suis d'accord, hein, il y a encore des confrontations, mais j'ai vu une période beaucoup plus difficile, hein, vraiment beaucoup plus difficile. Un jour, oui, ça sera... Alors effectivement, il faut être prudent aussi, parce que c'est du vert, mais pas du vert washing, hein, parce que ça, c'est pas très intéressant non plus, quoi. Il faut être toujours, on est toujours à la frontière, hein, c'est à la limite. Hein. Donc voilà, mais il n'empêche qu'il y a encore des choses à faire, oui, bien sûr. Gabriel. Oui, moi je voudrais revenir sur un lieu festif, les cimetières. Parce que je crois que ça cristallise quand même un certain nombre de problèmes dans l'esthétique urbaine. Est-ce que la végétation aujourd'hui a droit de citer partout ou est-ce que les cimetières, alors c'est pas le cas dans tous les pays, mais ici le cimetière reste encore la culture des choses organisées, propres. Où est-ce qu'on en est de cette question-là aujourd'hui à Nantes? C'est un sujet qui est toujours un peu compliqué parce qu'une poignée de personnes pensent encore qu'un cimetière, ça doit être un endroit mort. C'est-à-dire un endroit où on désherbe, on met des ectolithes. On a mis des ectolithes dans les cimetières. Je veux dire, si les gens n'étaient pas morts une fois, on s'en débrouillait pour qu'ils ne s'en sortent pas, quoi. Je veux dire, on en a quand même mis. Hein. Alors ça, on a connu cette image-là depuis les années 60. Clairement, depuis les années 60, avec le bitume partout, on vous vendait la matière active partout, parce que ce qui était propre, c'était minéral et dégagé. Donc les cimetières, ils ont été transformés comme ça. Et quand on voit les images, un jour, il faudrait vous montrer des photos des années avant les herbicides, des cimetières, il y avait de l'herbe. C'est une nouveauté. Et donc, également, j'ai un souvenir aussi d'aller voir à Amiens, le cimetière d'Amiens, qui est un cimetière parc, où est enterré Jules Verne. La tombe de Jules Verne, elle est envahie d'herbe. C'est magnifique. Franchement, c'est une espèce d'endroit sauvage. Les tombes sortent de la jungle. Jules Verne aurait beaucoup aimé. Et du coup, cette image-là, elle me reste aussi, parce que quand on arrive à Nantes, c'est impossible. Jules Verne ne pouvait pas se faire enterrer à Nantes, c'est pas possible. Il n'aurait pas pu aimer ce qu'on nous proposait là. Il a eu raison de partir à Amiens. Et donc, tout ça pour dire que c'est toujours compliqué. On a toujours des gens qui considèrent, on se fait tout le temps engueuler. On ne se fait pas beaucoup engueuler, quand même un super métier, parce que pratiquement, on a plutôt des gens qui vous disent ce que je vous ai montré au départ. Voilà. Mais sur les cimetières, on se fait encore engueuler. Mais c'est quand même une frange de plus en plus limitée de personnes. Parce que ça n'a pas trop de sens, que de toute façon, ces espaces-là vont aussi muter, hein, parce que c'est pareil, c'est des vastes espaces hyper centraux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont fréquentés par... Alors, si vous cherchez par contre à être paisible, c'est les endroits les plus paisibles. La différence du Jardin des Plantes, c'est que là, le cimetière de l'autre côté de la bouteillerie, quand on voit 2000 personnes, 3 ou 6000 par jour, ce qui nous arrive, quand on en fait... 25 de l'autre côté, c'est un maximum sur une surface comparable quand même. Donc ça interroge un tout petit peu tout ça. Ça interroge un tout petit peu. Et c'est pas parce qu'on va passer chimiquement complètement et l'atomiser qu'il y aura plus de monde. Non, les gens ne cherchent pas non plus ça. Donc voilà, c'est un sujet encore pas complètement stabilisé à Nantes, mais ce qui est intéressant, c'est que ça va laisser des projets pour d'autres, comme je vous l'ai dit, en particulier en termes de traversée. On a repéré ça aussi. Il y a quand même des liaisons tellement plus agréables que de prendre la route. Voilà, donc c'est des bonnes choses à faire. Alors, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions?
Vous avez parlé de plan paysage et patrimoine. Qu'est-ce que c'est exactement? Oh, bah là, vous avez donné le micro au voisin, c'est lui le spécialiste. Je pourrais aussi passer le micro à des personnes ici qui ont participé à ces plans paysage et patrimoine. Au départ, c'est une offre de dialogue citoyen dans les quartiers nantais, avec la constitution d'un atelier citoyen pendant 6 mois, avec un paysagiste qui, pendant 6 mois, déambule, analyse, comprenne, regarde, critique et élabore des objectifs, des propositions d'objectifs de qualité paysagère et des idées de plan d'action à la collectivité, donc en l'occurrence la ville de Nantes, qui ensuite, pendant 6 mois, fait un travail pour analyser ce qu'elle retient, ce qu'elle peut faire, les actions qu'elle mène qui ont aussi un rapport et un lien avec les attentes qui ont été exprimées. Et l'ensemble fait ce qu'on appelle un plan paysage et patrimoine. Donc c'est à la fois la contribution citoyenne et puis à la fois la réponse de la ville. Donc il y en a 4 qui ont été réalisés en 2016-2017 sur 4 quartiers. À chaque fois, c'est une partie du quartier parce que c'est difficile de faire beaucoup plus qu'une partie de quartier. Et puis, il y en a 3 qui sont aujourd'hui en train d'être élaborés. Et puis, si tout va bien, les 4 derniers devraient être lancés dans les quartiers d'ici la fin de l'année 2018, début 2019. Voilà. Est-ce qu'il y a un rapport avec le plume? Il y a un rapport effectivement avec le plume, puisque notamment ce travail de proximité permet de détecter des patrimoines et de détecter aussi ce qui s'appelle des espaces paysagers à protéger. Et donc il y a eu dans chaque plan paysage et patrimoine des traductions réglementaires sous forme de définition de patrimoine, identification de patrimoine et identification d'espaces paysagers, de césure urbaine. Vous évoquiez tout à l'heure la question effectivement, le droit de l'urbanisme, à un moment donné, a été construit avec cette idée de bande constructible. De temps en temps, ça peut être bienvenu d'interrompre une bande constructible, de trouver une certaine régularité, ou pas de régularité, mais en tout cas éviter ces grands murs. Donc il y a une série d'engagements, il y a eu des traductions qui ont pris la forme de ces césures urbaines que vous retrouvez aujourd'hui dans le plume. Voilà, que dire d'autre? Parmi les engagements qui ont été adoptés aussi à l'issue des 4 premiers plans paysage et patrimoine, c'est quelque chose c'est l'idée de demander dans les opérations urbaines ou les opérations qui font l'objet de permis de construire et qui ne nécessitent peut-être pas, d'un point de vue réglementaire, d'études d'impact, c'est de préconiser le fait que dans l'équipe de conception, il puisse y avoir aussi un paysagiste et qui regarde ces questions de traitement du paysage, à la fois à l'intérieur de la parcelle, mais aussi le rapport et l'insertion urbaine. L'arrivée des paysagistes, j'insiste, c'est actuellement quelque chose d'unique en France, ce qu'on est en train de vivre là. On a à peu près, je dirais, une douzaine d'équipes de paysagistes qui travaillent sur Nantes. C'est unique actuellement en France et même peut-être en Europe. C'est-à-dire qu'on a véritablement là des interlocuteurs. Alors évidemment, je suis un peu de cette essence-là, donc je défends un peu ma boutique, mais il n'empêche que c'est quand même des interlocuteurs qui justement nous amènent à revoir les choses un peu différemment. Et je crois qu'on va vivre quelque chose, j'espère, avec eux. Je leur fais toujours un peu confiance quand même. Ça ne sera pas parfait, mais on va faire quelque chose qui va ressembler à de la haute couture végétale. J'aime bien ce terme-là, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Evor, quand il a fait son aménagement sur ça. Il dit moi je veux faire de la haute couture végétale. Ça m'avait un peu plu comme affaire. Parce qu'à Nantes, on fait de la haute couture végétale. Et je trouve qu'avec ces gens-là, on va faire de la haute couture végétale. J'espère, parce qu'il y a la place pour faire ça. Je vais prendre un exemple d'un permis de construire dans un quartier rue de la Villa Maria. Vous passez là-bas, je vois encore un architecte qui s'appelait M. Rondenet qui vient me voir en me disant « Oh, ça m'embête quand même. Venez voir, il y a une glycine, elle est quand même trop belle. Il y avait une glycine incroyable, centenaire, qui était sur la route. » Il me dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je lui dis « On doit pouvoir la garder. » Enfin voilà, puis il était convaincu s'il vient nous voir. Et il a dessiné son petit immeuble qui est là-bas, vous allez voir. Il y a une glycine centenaire qui est au pied, qu'on a réussi à sauver. Et qui aujourd'hui fleurit l'ensemble du quartier. Je suis certain que c'était un élément de paysage essentiel pour la rue, pour les gens, etc. Tout le monde la connaît, elle est magnifique au printemps, etc.
Et c'est pas grand-chose, mais ça aide à vivre. Ça aide à vivre, alors même que derrière, il y a quand même un immeuble, pas énorme, certes, mais on a fait de la haute couture. Et voilà, donc ça peut nous aider aussi à travers ce qui a été fait dans ces plans paysages et patrimoine. Juste une dernière question sur ce point. Comment vous avez choisi les quartiers ? C'est pas derrière le vous, c'est pas moi qui l'ai choisi, bien évidemment. Donc le programme, la commande politique d'abord a été de dire développons un plan paysage et patrimoine par quartier. Donc il y a 11 quartiers à Nantes. Donc ce travail se fait dans les 11 quartiers. Après, c'est une discussion qui se fait avec l'adjointe déléguée au plan paysage et patrimoine, avec l'adjoint à l'urbanisme, avec l'adjoint de quartier, avec les services aussi, pour voir quelle est la partie du quartier sur laquelle la démarche paraît opportune. Alors c'est pas nécessairement la partie la plus tranquille et là où il se passe le moins de choses. Donc on regarde aussi les endroits où il y a un peu de densification urbaine. Par exemple, sur le quartier au pavé Saint-Félix, le secteur qui a été analysé dans le cadre du plan paysage et patrimoine, c'était autour de l'axe Bellamy entre l'île de Versailles et Miséricorde. Donc un endroit où il y a une très grande densité de permis de construire, où il y avait aussi beaucoup parfois de critiques et d'opposition par rapport à un certain nombre de projets immobiliers. Bon, donc ça s'est fait là. Sur le quartier d'Hervalliens-Zola, ça s'est fait dans un quartier qui est compris entre le boulevard Romanet, donc le sud du quartier d'Hervalliens-Zola, la rue du Corps de Garde et puis le secteur de la Contrie. Donc un endroit où il y avait peut-être un peu moins d'activité immobilière, mais où il y avait aussi des problématiques urbaines intéressantes, comme par exemple détecter un axe vert composé du vélodrome du Petit Breton et ensuite de la plaine de jeu de la Durantière, qui est un espace public, et ça a été l'occasion de le découvrir, le redécouvrir, qui est absolument important, où beaucoup de gens viennent faire du sport, mais aussi se promener, se délasser. Et donc ça boucle aussi avec un axe vert qui existe sur le quartier de Bellevue et qui permet comme ça de redescendre quasiment jusqu'à la Loire. Donc il n'y a pas de méthode pour définir le périmètre. C'est d'abord une discussion, et puis ensuite c'est aussi une discussion avec l'atelier citoyen lorsqu'il est constitué, pour se dire qu'est-ce qu'on va aller regarder. Et puis comme on n'est pas dans une affaire, là on peut s'affranchir des limites administratives. Donc voilà, on se laisse mener par l'atelier citoyen et par le paysagiste. Oui, justement, je voulais vous poser la question. Vous n'avez pas parlé de la trame verte et bleue qui fait partie quand même du PADD. Et est-ce que vous parlez de patrimoine, des paysages, ça rentre dans cette trame Oui, on va arriver à la fin des questions parce qu'il va être l'heure et après on pourra parler après parce que je sais qu'il y a 8 heures et dans 2 minutes. Et moi, c'est pas de problème, mais c'est pour vous. Trame verte et bleue, ça fait partie effectivement, évidemment, des sujets essentiels. On en a parlé tout à l'heure. L'étoile verte et la trame verte et bleue en partie, mais pas seulement. On a parlé de la toile de l'étoile, c'est effectivement ce qui va permettre toutes ces connexions. C'est un plan bien organisé, bien structuré, dans lequel interviennent tous ces passages, tous ces cheminements, etc. Et ça, c'est vraiment la trame. Et ça, c'est vraiment un sujet communautaire géré avec cette direction de l'environnement métropolitaine. Oui, de toute façon, c'est un dispositif obligatoire, mais en plus qui a du sens et qui correspond parfaitement au projet qu'on veut mener. Voilà. Alors peut-être juste une petite précision, parce que sur la première diapo, il y avait les 3 échelles. Il y avait la métropole, il y avait la ville et il y avait le quartier. Et il y avait quelque chose sur les quartiers qui était, où il y avait une mention d'appel à projet. Est-ce que c'est quelque chose qui est lancé ou pas? Non? Alors, appel à projet quartier. Alors, c'était le plan paysage et patrimoine qui c'est ça. Sur les D'accord. quartiers. Okay. C'est ça qui fonctionne sur les quartiers, l'échelle des quartiers, c'est ça. Après, les appels à projet, c'est plutôt les appels à projet
Ma rue est un jardin là, qui est proposé à D'accord. tout le monde, où là les gens en collectif ou en individuel peuvent proposer le verdissement de leur rue, de leur trottoir, et on en valide encore. On a dû en valider 50 ou 60 là, il n'y a pas longtemps. On est plutôt, et là avec les services de la métropole, tout à fait volontaire, et il y a la place, hein, il y a la place pour ça, il n'y a aucun doute.